Hop, voilà, voilà. Yo l'équipe, ça va ou quoi? Ça va, Allez ça oh. va, hein. Ça va, hein, franchement. Petite semaine tranquille, petite semaine de Tchad. On reprend la salle, C'est on bien, mange bien, on se c'est prépare bien. pour la Paris Blockchain Week, on se prépare pour Dubaï. Oui, On se reconnecte avec les marchés, on prend des airdrops. Que demande le peuple? écoute, superbe, ta bonne mine, le background blanc c'est propre, caméra propre. Moi j'ai l'impression d'être un petit peu en surbrillance, mais c'est pas grave. J'ai reformaté le PC, donc s'il y a des problèmes qui n'étaient pas là dans les émissions précédentes, je m'excuse avant, je ne pense pas, mais je tiens à prévenir. Donc au programme du jour, on va pas parler de 10 000 trucs, on va parler de ce qui nous intéresse, c'est-à-dire beaucoup de débats autour d'Ethena et son stablecoin USDE, qui est déjà 5e stablecoin mondial, hein, parce qu'ils sont à plus de 2 milliards de capitalisation. Voilà, donc si vous en avez pas entendu parler, on fera un point dessus ce soir. J'ai pas la prétention d'être un expert sur le sujet, mais j'essaie de comprendre ce qui se passe. Et comme d'hab, ça fait peur, il y a des risques, etc. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de risques. On refera un point aussi sur les layers de Bitcoin pour ceux qui n'étaient pas avec moi en live hier. Je vais vous montrer des outils pour pouvoir analyser tous les layers de Bitcoin, que ce soit des sidechains, des roll-ups, tout ce que vous voulez, ceux qui ont des jetons, ceux qui en ont pas. On parlera aussi de Solana, qui fait débat justement avec ses problèmes de transaction, et on reviendra sur d'autres sujets. Évidemment, j'espère que vous allez bien en tout cas, et peut-être qu'on verra certains d'entre vous à Paris cette semaine pour le PBW. Yes, c'est possible. En tout cas, moi, je vais pas te mentir, j'ai vraiment hâte d'être à Paris. J'ai hâte d'aller à Dubaï aussi, pour la première fois de ma vie. Ah, tu es jamais Tester allé à ça. Dubaï, toi? Non, je suis jamais allé à Dubaï et pour le coup, tu vois, je vois beaucoup de gens critiquer et je peux comprendre ces critiques-là, mais je me dis, il faut au moins tester une fois pour se faire son propre avis et voir tout ça de mes propres yeux, donc ça va être l'occasion d'y aller. Moi, je sais que tu Pour as ceux kiffé. qui... Moi, je pense, hein. Moi, je Mm. pense, frérot, que... Frérot, je pense que je vais clairement me régaler. Pour ceux qui ne savent pas, du coup, je vais à Dubaï parce qu'il y a pas pour prendre des vacances, même si je pense qu'on va profiter un petit peu de la vie, mais parce qu'il y a tout simplement Token 2049, qui est, je pense, une des plus grosses conférences mondiales crypto annuelles. Donc c'est vraiment très très gros. Pour nous, avec Coin Academy, ça va être l'occasion de faire connaître davantage Coin Academy à l'international. Je pense de négocier aussi des beaux partenariats, des belles collaborations avec des protocoles, des dApps, des layers qu'on apprécie tout particulièrement. Ça va être voilà, l'objectif, ça va être de vraiment développer tout ça, découvrir aussi Dubaï. Je pense que c'est possible qu'il y ait 2-3 voitures qui qui se louent pour vivre la vie de rappeur et et pour profiter du soleil. Mais non, non, j'ai vraiment hâte d'y aller. Pour le coup, ça faisait pas mal de temps que j'avais pas trop bougé Mm. pour vraiment me concentrer sur le marché. Et là, voilà, j'ai vraiment hâte de bouger en fait, de revoir aussi des gens que j'aime bien parce qu'il y a pas mal de Français qu'on connaît qui vont aller à Dubaï pour l'événement. Ouais. Paris Blockchain Week. Du coup, d'ailleurs, on vous a invité à la soirée de Bitpanda pour ceux qui n'avaient pas vu le tweet. Je crois que voilà, toutes les places ont été prises très rapidement. Mais il y a un événement qui est organisé au Meurice. J'ai déjà mangé là-bas en plus. De mémoire, c'est un des meilleurs restos palace de. Ah ouais? Ouais, le Meurice, c'est un des meilleurs restos de Paris, je crois. C'est en Ok. termes d'étoilés, je crois, c'est le max de mémoire. Ou je sais plus, si c'est 2 ou 3 étoiles, un truc comme ça. Mais c'est vraiment costaud. Donc on aura ça. On va avoir la Paris Blockchain Week qui va prendre pas mal de notre temps. Ouais. Je regarde si je m'étais pris quelques notes. Mais voilà, et puis ça va être aussi l'occasion de rencontrer un petit peu toutes les personnes qu'on a interviewées en distanciel. Parce que moi, j'ai pas forcément l'occasion Ouais. d'être dans un studio et de faire des interviews en physique des gens de l'écosystème. Donc voilà, ça va être l'occasion d'aller les voir et aussi d'enregistrer l'interview de moi-même. C'est-à-dire que du coup, avec Benjamin Cohen de Crypto Daily, on va faire 2 formats vidéo. Un où ce sera avec toi d'ailleurs, de mémoire, avec Oui, Amy. oui, oui, le crypto Et drink. Crypto Drink avec Amy. Et Amy, il prend juste son rendez-vous hebdo pour prendre Ouais. son petit coup de shot. C'est magnifique. Donc ça, et à côté de ça, une interview un petit peu plus personnelle donc de moi-même. Donc voilà, j'ai vraiment hâte. Bon mood en ce moment, bon mood. Et Bon. toi? Bah écoute, moi, je t'avoue que pas très sérieux, beaucoup d'Overwatch 2 avec les copains. Des haltères de 25 kilos qui arrivent à la maison pour pouvoir step up aussi dans la pousse de fonte, parce que pas très assidu à la salle, toujours beaucoup avec les haltères, mais là, il faut que je monte en charge. Pour ce qui est des cryptos, donc là, on s'est fait une session Bitcoin, on sera une session de Chain Abstraction prochainement après le PBWS. J'en profite pour ceux qui nous écoutent en live ou en différé, on va lancer des recrutements
sur des expertises crypto pour du fonda, pour des contenus sponsorisés, pour des contenus liés à la fiscalité. Donc, je vais faire un beau formulaire. Je ne l'ai pas aujourd'hui, le formulaire, mais je vais faire un beau formulaire. On vous publiera ça sur les réseaux sociaux. On va pas faire 10 000 recrutements. Ce qu'on veut, c'est des gens qui ont du temps, qui ont un statut pour nous facturer, autant entrepreneur, SARL, peu importe. Si vous n'avez pas de statut, vous pouvez le créer après coup, mais le but, c'est que nous, on fait pas de facture sous le manteau, on fait tout propre, voilà. Et le but, c'est de pouvoir scale au niveau du contenu, parce que là, on est un petit peu ric-rac. Les très bons rédacteurs qu'on a eus, ils sont tellement bons qu'ils ont trouvé du boulot souvent dans le Web3, donc aujourd'hui, ils n'ont plus le temps d'être rédacteurs. Il y en a qui sont devenus community managers, il y en a qui bossent pour des fonds, enfin bref, tu passes par la case Coin Academy, tu te retrouves dans un boulot dans le Web3, ça fait plaisir. C'est vrai, on a eu du coup un qui est devenu community manager de Tada. Il y en a un autre qui travaille du coup aussi avec une boîte de production vidéo. Enfin, j'ai l'impression que c'est aussi un tremplin. Tant mieux, hein. Enfin, Franchement, je sais pas si on peut véritablement dire ça, mais en tout cas, c'est ce qu'on voit. Donc, franchement, ça fait extrêmement plaisir. Et puis, pour les personnes qui travaillent toujours à Coin Academy, qui nous sortent des bangers, merci à eux. Sans eux, on pourrait pas produire la majorité des contenus qu'on a, par exemple, sur le site. Donc, vraiment, merci pour ça. Et sur le site, on a bien accéléré aussi du côté production d'articles, etc. Je vais peut-être montrer ça à l'écran. Ouais. Hop. Du coup, je sais pas si vous voyez, mais normalement, du coup, si vous allez sur le site de Coin Academy, vous pouvez scroller. Donc, vous avez les actualités. Ensuite, vous avez les airdrops à venir. Et ici, vous avez les derniers articles de l'académie. Donc, si vous cliquez dessus, vous avez ma tête qui commence à dater. Et vous avez, hop, si j'enlève le cache, les derniers articles qu'on a publiés ici. Donc, on a publié un article sur tout ce qui est DePIN, sur le sharding, sur les revenus passifs et l'imposition de ces revenus passifs en crypto. Donc, tout ce qui est play to earn, farming, staking, tout ce qui peut être attribué à des revenus crypto. On a fait un focus aussi sur la fiscalité des play to earn, sur comment modifier sa déclaration fiscale, qu'est-ce que le DAC 8, qui est donc une mesure de mémoire qui permet en fait aux régulateurs et au gouvernement en fait d'avoir énormément d'informations sur vos échanges, peu importe la plateforme sur laquelle vous tradez, à partir du moment où elle est régulée et certifiée. Et pas mal d'autres articles qui arrivent. D'un point de vue fonda, on a aussi d'autres choses qui sont sorties. Donc si vous allez dans crypto, analyse de crypto-monnaie ou académie, analyse fondamentale crypto-monnaie. Je vais enlever le cache parce que des fois on a du cache, voilà. On a un article fonda sur Sin Futures qui est là, qui est globalement un d'experts. Sur Echelon Prime aussi qui devrait vous intéresser. On a Blast Linea, on a fait Mode, Prime, etc. j'avais pas vu ça. J'ai mis quelqu'un sur Prime. C'est parallèle si jamais pour ceux qui nous écoutent. Ouais, et de mémoire, je crois qu'il y en a encore d'autres. Donc voilà, on continue charbon. Il y aura d'autres articles de ce style-là. Et pour ceux qui ne savent pas, on a publié, je crois, deux rapports, deux dossiers qui sont très très complets. Globalement, c'est des contenus hyper complets qui sont accessibles via le QR code en haut à gauche de votre écran. Donc pour ceux qui ont le NFT qui permet d'accéder au Coin Academy Club, une fois que vous l'avez, vous pouvez le connecter et le synchroniser avec le site et vous pouvez accéder à la section Club qui est ici en haut de mon écran. Et lorsque vous y accédez, vous avez accédé à ces rapports qui sont assez uniques. Et donc, vous avez 1 heure de contenu sur les airdrops, 1 heure de contenu sur le Gaming Web 3. Et tout ça, ça a été en exclusivité pour les membres du club, sachant que ça n'a jamais été partagé publiquement sur Coin Academy jusqu'à maintenant. On se réserve le droit de le faire, mais ça doit faire quoi, 4-5 mois, peut-être 4-5 mois que les membres du club ont cette exclusivité, ce privilège d'un point de vue dossier. Donc, je trouve ça plutôt sympa, surtout que pour le coup, les NFT, c'est juste un NFT que tu payes une fois et ça donne un accès à vie à tout ça. Donc voilà, on n'a pas forcément accéléré sur, je dirais, les mécanismes qui étaient liés au NFT et une certaine économie qu'on voulait mettre en place, etc. Parce que d'un point de vue légal, on s'est rendu compte que ça a pris beaucoup plus de temps. Donc c'est quelque chose sur lequel on travaille, mais on a envie de faire les choses proprement et on n'a pas envie de se faire attaquer par la justice ou le régulateur, etc. Et évidemment de l'argent. Donc voilà, le NFT vaut 30 balles de mémoire. Et en fait, vous pouvez le minter à partir de n'importe quel article. Donc, si vous allez sur cet article d'actualité, vous faites obtenir ce NFT au format NFT. Et donc, en fait, vous pouvez en minter. Voilà, c'est $39. Et du coup, ce qui est cool, c'est que, en fait, vous pouvez le faire sur n'importe quel article d'actu. Donc, ça vous permet d'avoir un NFT sur l'article d'actu qui vous fait kiffer. Vous avez des articles historiques qui sont plutôt cool, notamment tout ce qui est lié à FTX, Celsius, SBF et tout, qui sont vraiment sympas et qui sont vraiment gravés dans l'histoire maintenant. Et on se réserve le droit de faire des choses assez sympas. Et du coup, selon l'article que vous allez minter au format NFT, il se pourrait que à terme,
ça puisse débloquer certaines choses en plus. De même, si vous prenez plusieurs NFT d'un article. Donc, encore une fois, c'est pas public. Tous les mécanismes et utilités de ce NFT en dehors de l'accès au club, etc. Mais c'est un truc sur lequel on travaille. Je vous avoue sincèrement qu'on a été débordé de travail ces 3 dernières années. Parce qu'en bear market, je pense que vous l'aurez vu, on n'a pas du tout arrêté de produire du contenu. Je pense qu'on a était dans les tabassé plus en bear. actifs en Ouais. bear. Et aujourd'hui, on accélère encore. Donc voilà, gardez ça en tête. Pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas. Vous avez le QR code en haut à gauche. Pour ceux que ça n'intéresse pas, passez votre chemin. Tant pis. En vrai, on comprend. Non, Vous mais avez on le comprend droit, totalement. Il n'y a aucun souci. C'est juste pour ceux qui veulent soutenir le média et avoir des accès anticipés à des contenus ou des accès exclusifs à certains contenus. C'est le cas. Et l'objectif aussi, c'est de vous régaler. Donc prochainement, a priori, lorsqu'on réorganisera une conférence, parce que je pense que ça devrait arriver peut-être cette année, Sooner or peut-être l'année later, ouais. prochaine. Je pense cette année, c'est jouable. Hein. Je pense cette année c'est jouable. Et ben Mm. les personnes qui auront un NFT seront évidemment privilégiées. Donc aucune incitation à l'achat. En tout cas, c'est là et vous pouvez vous renseigner très simplement en allant sur le site et la section club ici, qui vous donne cette page lorsque vous n'êtes pas connecté, que vous n'avez pas lié votre NFT et qui vous donne un accès totalement différent lorsque vous avez le NFT et que vous l'avez associé au site et à votre compte Coin Academy. Merci pour le sub. Et on me posait la question dans le chat, on cherche quoi comme recrutement? Voilà, j'ai dit 2 personnes en fonda parce que on a déjà nos propres ressources qui sont là. Et le but, c'est que, en fait, on peut pas être bon sur tous les sujets. Je le vois, par exemple, la fiscalité, c'est clairement une expertise. La DeFi, c'est une expertise. Les Layer 1, une autre. La GameFi, donc le Gaming Web 3, une autre, etc. Et moi, en fait, ce que j'aimerais, c'est être beaucoup plus personnellement au front sur la partie vidéo, parce que j'ai pas été très actif sur la partie stream et vidéo, et mettre quelqu'un sur la rédaction et me servir de ce qu'a fait ce quelqu'un comme base pour mes vidéos. Là, par exemple, je vous le montrerai plus tard. J'ai fait un article sur GamesGG, qui est une super app, plateforme qui fait médias, critiques, guides, système de récompense autour du Gaming Web 3. On a signé un deal avec eux. Donc le deal, ça a été justement de vous en parler dans un thread, vous en parler dans un article, vous en parler en vidéo, etc. Donc là, je me suis dit, je vais tout faire. Mais tu vois, j'aurais préféré, idéalement, dire, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un dans l'équipe qui me fait l'article? Moi, je refais mes recherches par-dessus et je me concentre sur autre chose. Et comme ça, j'avance, en fait. Parce que clairement, tous les layers 2, que ce soit les gros layers de Bitcoin, les gros layers de Ethereum, j'aimerais les couvrir. Tout ce qui est chain abstraction, j'aimerais couvrir. Aujourd'hui, on a une équipe marketing qui est exceptionnelle, qui est capable vraiment d'aller chercher des protocoles qui sont vraiment très bons, et on aimerait pouvoir avancer plus vite, justement, pour pouvoir vous offrir toujours plus de Il y a contenu. trop de trucs. Ouais, Il y a trop de trucs. Et si tu bouges pas, en crypto, t'es largué. Hein. Mm. Tu ne fais rien pendant un mois, t'as l'impression que t'as loupé les plus gros trucs. Bon, évidemment, on peut voir les choses venir. Je pense que t'as vu les choses venir avec Sui, avec Aptos, avec Celestia, avec Axelar, etc. T'en parlais déjà bien avant leur TGE, donc le lancement officiel de la crypto-monnaie liée au réseau et au protocole, etc. Mais il y a des trucs qui arrivent très rapidement. Tu vois, par exemple, Ethena, je crois que t'en parlais. Ethena, en réalité, c'est big et ça pop quoi en 2 mois, 2-3 mois. Ouais, ça pop en 2 mois. Alors, ça existait avant, mais ça a commencé vraiment à pop en mars. Et moi, on m'en a parlé il y a 2 semaines en mode lâche pas le morceau. Et au début, j'étais en mode ouais, ok. Et là, franchement, 5e plus gros stablecoin, tu vois. C'est un truc de ouf. Mais tu vois, à côté de ça, tout ce qui est, ils appellent ça la BTC-Fi. Alors, la DeFi sur Bitcoin, tu vois, avec les Layer 2, les Ordinals, les runes, etc. Tout ça, on couvre quasiment pas. Alors que c'est un truc de ouf. En réalité, tu vas sur Magic Eden, Runestone, ils ont tout baisé. T'es obligé de choisir tes combats parce que si tu le fais pas, en fait, tu te retrouves à rien véritablement couvrir, en tout cas rien proprement. Mais je pense qu'on a fait les choses proprement. On a fait ce En qu'on a pu, bien réalité, sûr, je pense clairement. qu'on a fait les choses proprement. Si tu regardes sur les dernières trends, les derniers trucs, etc., on a été bon. Je pense que sur les airdrops, on a été très bon. Il faut pas oublier que les airdrops, quoi qu'on en dise, ils ne payent pas tous. Mais Clairement. Wormhole, je crois, j'ai pris encore 12 000 $. Et j'ai même pas C'est pas farmé. Enfin, je suis même pas allé à fond, quoi. D'ailleurs, je sais pas si on peut en parler, mais moi, Wormhole, j'ai checké des wallets au hasard. Je pensais avoir 2 wallets éligibles, j'en retrouve avec 7 ou 8. Ok. Ah oui, toi le Sibyl, t'aimes bien. C'est plutôt ton truc. Bien joué, bien Non, joué. mais je sais pas ce que j'ai fait sur ces adresses-là. Très honnêtement, je me souviens Ok. même pas d'avoir utilisé Wormhole via ces adresses-là. Mais God bless, hein, c'est de l'argent magique Internet qui arrive dans mon wallet, encore une fois. Donc voilà. Et j'ai dump mes Wormhole. Je sais pas si c'est une bonne décision ou pas. Mais honnêtement, vu la valo et vu les autres trucs qui sont dispo, c'est pas le truc qui me fait bander le plus, tu vois.
Genre, si j'avais eu un airdrop layer 0, etc., je pense que ça aurait été un autre débat. Parce que j'ai beaucoup plus de conviction, je sais pas, dans un Hyperlane, dans un Layer 0, dans un Axelar que dans un Wormhole, parce que Wormhole jusqu'à maintenant, tu vois, ça marche, mais c'est pas le truc qui est le plus apprécié de la communauté. Alors après, évidemment, le fait qu'ils ont fait un airdrop, je pense que ça change un petit peu. Mais voilà. Et puis après, pour ce qui est des autres airdrops, Parcel, je pense que je vais manger quoi, 20 000, 30 000 balles. Hyper Liquid, probablement 200 000, 300 000. Non, mais on travaille Bah, tu bien. sais qu'en ce moment, moi, je réfléchis à comment upgrade aussi ma sécurité, parce que bon, tu as Ledger, c'est bien, mais Ledger, ça marche pas dans toutes les situations. Mais réfléchir à comment être au niveau avec des multisig, et cetera, justement. C'est un truc qui me je vais pas dire qui me bouffe, tu vois, mais qui commence vraiment à me travailler parce que je pense que de quoi, pardon? Tu parlais de quoi, du Sibyl? Non, 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 de la sécurité. Ah, la sécurité. Dans le sens où, en fait, tu vois, nous, on a fait un choix d'être assez transparent avec les gens, sans dire exactement notre size ou quoi. Mais, à un moment donné, voilà, si on fait bien notre travail, on va devenir suffisamment mainstream pour avoir des gens qui nous veulent vraiment du mal et j'ai pas envie d'attendre que ça nous tombe dessus tout de suite pour dire Après, amen. moi, j'ai mes dispositions, tu vois, donc Ah mais ça, enfin, c'est normal. à partir d'un, tu vois, c'est des dispositions physiques, digitales, tu vois, enfin, c'est quelque chose à prendre très au sérieux, et pas que pour des gens qui sont connus, même pour des gens qui ont de l'argent tout court, en fait, ça peut clairement devenir un problème. Et on va pas se mentir, ne pas vivre en France, quel bonheur pour ça, personnellement. C'est-à-dire que vraiment, le fait de pas vivre en France, déjà, faut que, tu vois, faut avoir une certaine déterre, c'est des C'est un juridictions vrai sujet ça, hein. de justice. Je pense que rien que d'un point de vue sécurité pure, genre je peux comprendre que des gens vont à Dubaï. Enfin, quand tu regardes la France, Ah d'un mais point de vue c'est clair. sécurité, et ce qui se passe et les répercussions que quelqu'un a quand il est jugé coupable. Le Bon, laxisme. voilà, force à ceux qui sont en France et qui ont beaucoup d'argent et qui sont en crypto. Je comprends ce courage-là, mais moi, le mélange de tous les facteurs fait que je pense que habiter en France quand t'es connu en crypto, c'est dangereux. Ouais, je suis assez d'accord là-dessus. Et voilà. Du coup, par quoi on attaque? Est-ce qu'on attaque directement par Actu Fonda? On peut, hein. On peut si tu On veux. peut, d'un point de vue spéculation, j'ai regardé moins de choses cette semaine en réalité, parce que j'ai profité un peu plus de la vie, etc. Après, ça, voilà. Une petite semaine pour moi et probablement une grosse semaine pour quelqu'un d'average, parce que genre, je kiffe trop ça. Mais ouais, au plaisir de parler Fonda, surtout que voilà, il y a eu des airdrops, il y a eu des lancements de tokens, donc très très intéressant. Et encore une fois, quand je vous parlais de sommes ou de trucs comme ça, etc., c'est pas pour flexer, c'est juste pour vous dire que c'est possible en fait. C'est pas pour dire genre, moi je vais avoir ça et vous allez pas l'avoir. Ce que ça veut dire, c'est que on a parlé de choses publiquement par rapport aux airdrops, que ce soit sur le site de Khan Academy ou en perso, etc. Et aujourd'hui, il y a vraiment moyen de prendre des belles sommes avec ça. Alors évidemment, c'est parce que j'ai du capital et que je peux farmer peut-être plus tardivement et plus fort, ou parce que peut-être j'ai eu de la chance, etc. Mais Après, toi, tu as joué les airdrops tôt, hein, gros. ouais, je suis Franchement, tard par rapport à plein de gars, hein. franchement, bah déjà, tu vois, sur le site, tu as mis la catégorie airdrop. Tu nous as dit direct, c'est un truc, faut pas fade, et tu as eu parfaitement raison, hein. Bah, Franchement. surtout en bull run, quoi. Quand tu sais que tu es dans un environnement qui est positif, où les gens s'intéressent à nouveau à la crypto, spéculent, etc., et il y a un début de nouveaux entrants, même si c'est petit, genre quand il y a des lancements de jetons dans ces conditions-là, en général, ils ont. À s'apprécier ou à être bien valorisés. Donc, Allez, c'est parti. On ah commence ouais, sur. les mecs veulent me faire la peau parce que j'ai donné des vrais chiffres. Ok, bon. Non, non, c'est le sujet, c'est que en fait, quand tu es né en France, l'expatriation est interdite apparemment. Tu vois, tu es marié au pays, tu lui dois tout. Les gars, le seul speech qu'il y a à avoir, c'est tout est possible, on est dans un marché de fou, si vous faites les choses proprement et que vous vous impliquez, vous pouvez faire des sommes qui peuvent changer votre vie. Juste faites-le sérieusement, ne prenez pas des risques de fou. Moi, sur les farmings de ces airdrops-là, j'ai pas pris des risques qui sont grands. Pour moi, c'est des risques qui étaient vraiment minimes. Et pour autant, on s'est régalé sur plein de trucs, on va encore se régaler sur d'autres trucs. Donc, juste les frérots, enfin, pour moi, les airdrops, il y aura toujours des choses. Après, est-ce que c'est trop tard ou pas? Est-ce qu'il y a des bons projets en ce moment à farmer? C'est un autre sujet, mais Ouais, voilà, bah ça, c'est le sujet du c'est moment, hein. Est-ce qu'on n'a pas sucré toute la liquidité de airdrop? Je sais pas. Moi, je pense que ça peut continuer un certain temps. Profitez-en. Bonne chance à tous. Alors, on va commencer sur l'actualité avec eh bien, Tether qui continue d'accumuler des bitcoins. Alors, j'ai vu sur Twitter d'ailleurs que à peu près 10% de tous les bitcoins minés sont achetés par Tether.
Alors, je ne sais pas si c'est avant halving ou on passera à 10% après halving, mais Tether, ils encaissent, ils ont une stratégie en fait où ils ont 15% de leurs profits, je crois. Voilà, 15% de ces bénéfices nets qui partent dans Bitcoin. Donc, c'est une stratégie qui fait du sens parce que, bah voilà, pourquoi garder ça sur des comptes qui dorment alors qu'on a Bitcoin qui, malgré la volatilité, bah, continue de prendre de la valeur. D'ailleurs, moi, tu vois, en fait, j'ai beau parler de Bitcoin à tout le monde autour de moi, c'est soit on est à 20 000 dollars et on me dit ouais, mais ça a baissé ton truc, soit on est à 70 et on me dit ouais, c'est trop cher pour rentrer. Au bout d'un moment, il n'y a plus rien à faire. Mais si tu regardes, même là, en réalité, tu vois, on est un peu plus de 600 sur le live, presque 700. Il y a quoi? Il y a un mois, il y a un mois, on était autour de 800, 1000, 1200, un truc de ce style-là. Donc, c'est simple, le prix pump, les gens s'y intéressent, le prix consolide, les gens se désintéressent. Ensuite, le prix repump, ils s'y intéressent, alors qu'il fallait peut-être s'y intéresser quand c'était en consolidation ou même juste avant, quand tout le monde était en train de cracher dessus, même si c'est un peu contre-intuitif. Donc, nature toujours le même manège. Toujours le même manège. En tout cas, sachez que bon, c'est pas qu'une question de crypto, hein, immobilier, actions, machin, c'est pareil. À un moment donné, je peux pas, j'ai pas le temps, je peux pas, j'ai pas de sous, machin. Bon, on va après, il y a vraiment des situations qui sont critiques, mais je pense qu'on peut tous faire un petit effort si on en a vraiment envie. Bah voilà, ça commence par un petit effort et ne serait-ce que d'être dans nos émissions pour nous écouter fait partie de cet effort aussi pour se tenir au fait de la situation. Bref, du coup, Tether continue d'accumuler. Aujourd'hui, 7e plus grosse adresse en Bitcoin avec, je l'avais pas noté. Si, 75 354 Bitcoin, ça commence. Vous pouvez taper Bitcoin Wishlist pour les intéresser sur Internet. Vous pouvez voir les adresses. Alors, à noter que certains exchanges scale sur plusieurs adresses, justement. Donc, c'est la 7e adresse qui a le plus de Bitcoin. Pour autant, c'est pas forcément la 7e entité à avoir le plus de Bitcoin. C'est important. Exactement. Ensuite, on va parler de Bicub, parce que vous connaissez en ce moment mon petit penchant pour la Thaïlande. Bicub, c'est le plus gros exchange de Bicub. Pourquoi j'ai rajouté un caractère? Pardon, il n'y a pas de H. Bicub, plus gros exchange de Thaïlande, qui fait quelques dizaines de millions de dollars de volume chaque mois. Du coup, j'ai demandé un petit peu à Internet et à ChatGPT, ça en est où au niveau de la fiscalité thaïlandaise? Alors, c'est assez flou, pour ceux que ça intéresse. Hein. Oui, c'est légal. Okay. Bah, en fait, apparemment, quand tu as un business hors d'un exchange, donc sans licence, sans rien, je suis pas sûr que tu puisses, mais un individu, visiblement, peut trader de la crypto, il n'y a pas de souci. Il y avait une histoire de TVA à un moment, et là, c'est TVA, elle saute, donc j'ai vraiment l'impression que c'est une sorte de paradis fiscal. J'ai compris que Bali aussi, c'était open bar. Hein. Ouais, c'est une sorte de paradis fiscal pour les crypto-bros. Est-ce que ça le sera toujours? Je ne sais pas. Sachez aujourd'hui que la Thaïlande, c'est une pseudo-démocratie où c'est piloté par un roi à distance qui est visiblement en Allemagne, qui est à Bavière, la même ville que les Illuminati de Bavière, pour ceux que ça intéresse, lol. Et du coup, bah voilà, c'est une démocratie dans le sens où il y a des votes, mais en fait, si le roi il dit non, en fait, les gens pour qui ils ont voté, c'est mort. En tout cas, très intéressant. Ils réfléchissent à une IPO. Donc, le CEO de Bitcub, apparemment, c'est une personnalité de la télé qui a monté ça. À la base, il y avait eu une proposition pour qu'une grosse banque rachète justement Bitcub. Cette proposition a été déboutée de la part du régulateur qui s'appelle aussi la SEC pour la Thaïlande. C'est la SEC de la Thaïlande. Et aujourd'hui, il serait question d'une IPO, c'est-à-dire de revendre leur part au marché public pour une valorisation aux alentours de 6 milliards de bahts ou 160 millions d'euros. Donc, c'est pas non plus un truc de ouf. Hein. Aztec Capital, il pourrait venir, il pourrait racheter l'exchange. Petite anecdote sur les exchanges, etc. J'ai tourné une vidéo hier qui devrait être publiée cette semaine, qui est donc une interview avec une des personnes qui a essayé de relancer FTX. Qui a essayé de relancer FTX 2.0, et donc aussi une personne qui s'occupe de rachat de claim. Donc quelqu'un de très bien positionné par rapport au post-faillite de FTX, qui a eu donc tous les détails, qui a lu à peu près tout ce qu'il y avait sur le sujet, y compris toute la doc légale, tout ce qui se passe au tribunal, etc. Donc je pense que ça va être très intéressant pour vous et ce sera publié cette semaine normalement, mais j'ai vraiment hâte de vous lâcher ça. Alors, fun fact, j'ai eu un problème de son sur les 20 premières minutes de l'interview. Le son du gars était parfait, le mien avait un problème. Et du coup, j'ai fait un doublage de ma voix pour que ça sonne normalement. Donc j'espère que ça se verra pas. On enchaîne ensuite sur Ethena, du coup, alors je vais passer du temps pour vous en parler. Je suis encore en période de digestion de ce protocole, mais en fait, ça part déjà d'une idée, je pense, qui existe depuis très longtemps, mais qui a été vraiment poussée par Arthur Hayes d'ailleurs. L'idée, c'est d'avoir un dollar synthétique
qui est backé en fait par une stratégie. C'est-à-dire que quand on prend l'USDT ou l'USDC, c'est backé par de vrais dollars en fait qui travaillent avec des banques du Trésor américain, etc. pour générer un rendement. Et aujourd'hui, ce rendement, vous n'en profitez pas d'ailleurs. Vous achetez de l'USDT ou de l'USDC, eux, ils font de l'argent sur notre dos en prenant un risque, bien sûr, mais ils redistribuent pas ce yield. Là, Ethena, on est sur je dirais un maker DAO on stéroïde. C'est-à-dire que eux, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils vous demandent de déposer des ethers stakés au format staking liquide de Lido, des stablecoins, etc. Ils vous rendent leur USD à eux, et eux ensuite ils vont faire travailler cet argent avec du hedging et d'autres stratégies pour générer du rendement. Donc en fait ils prennent des risques pour vous, et donc du coup vous vous retrouvez avec deux C'est pas actifs. vraiment... En fait, je comprends pas quand tu dis ils prennent des risques pour vous. Bah, le risque, c'est que cette stratégie de hedging, tu peux le faire toi-même. Ouais. Tu vois, ils le font pour nous. Mais s'ils se loupent sur le hedging, si jamais un des actifs qui sert justement d'apport, de dépôt pour obtenir ces machins se pète la gueule, comme les Ethers wrappés, d'autres stablecoins, etc., c'est quand même la responsabilité de ce protocole. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, il n'y a pas d'Ether. Je spécule à mort, mais en partant du principe que c'est du farming de funding, et donc ils essayent de faire leur marge avec les frais qui sont payés à intervalles réguliers sur les dérivés. Du coup, pour moi, ce qu'ils font, c'est que ils sont à la fois long, ils sont à la fois short, mais ils peuvent être long spot et short dérivés. C'est ce qu'ils font. Ils sont long spot, Derrière, short je crois dérivé. qu'aujourd'hui, ils représentent 15 à 20% de l'open interest sur Ethereum. Oui. Ce qui est, je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est énorme. Alors, je peux regarder l'open interest sur Ethereum rapidement. J'espère que voilà, ça va marcher. Ouais. Moi, sur l'open interest que je regarde, qui inclut juste Bybit et Mets ton Binance, écran. On est sur donc ton écran. ça inclut pas tout. Mais si on regarde le funding entre Bybit, oula, ok, attention. Le funding sur Bybit, Binance, etc., sur l'Ether, on est à 11% annualisé en ce moment, mais sur les précédents jours, on était à 52%. Donc il y a peut-être un 50% annuel à prendre, et eux, ils disaient du coup, justement, pour venir sur ça, qu'ils étaient à 20% de l'open interest d'Ethereum, et aujourd'hui, l'open interest d'Ethereum, c'est 6 milliards, un peu plus de 6 milliards, peut-être probablement plus avec tous les perps, etc. Alors je sais pas comment ils font leurs calculs, mais globalement, ils ont des positions qui représentent des milliards de dollars, quoi. Donc, en fait, tout va bien tant qu'ils sont capables de bien faire les choses. Moi, je pense pas que ça crachera. Je pense qu'ils ont des gros noms comme Arthur Hayes derrière, qui est un des mecs qui a inventé les perps en crypto. Donc, je pense qu'il est très au fait des choses, qu'il les conseille très bien et qu'il est très bien calé sur ça. Et je pense que tout roulera. La question, c'est juste, est-ce qu'ils vont le faire que sur Ethereum ou si... Là, je crois qu'ils lancent BTC et ils vont le faire probablement sur d'autres assets. Donc, quelle implication ça a? C'est que vu que les fundings sont positifs, du coup, ça les incite à acheter en spot, donc du BTC et de l'Ether, et ça les incite à short sur les dérivés pour justement prendre ce funding-là. Donc, moi, je vois pas trop de problèmes. La question, c'est quel sera le yield en bear market? Parce qu'en bear market, le funding a tendance à devenir négatif. Et donc, à ce moment-là, il faudra être capable de switch ses positions longues autrement. Ou en tout cas, je sais pas comment il prendrait le yield, parce que du coup, ça sous-entend que tu dois être long sur les dérivés pour prendre du funding, vu que le funding sera négatif. Mais comment tu vas hedger de l'autre côté, en fait? Alors, ils ont un fonds de réserve. Tu peux pas vendre à découvert du spot. Enfin, je sais qu'il y a des solutions de margin spot, par exemple sur du Binance ou sur du Bybit de mémoire, mais je sais pas à quel point ils peuvent sizer sur ça, en fait. Donc, on verra. Mais en tout cas, le yield est legit. C'est pas de l'argent qui est créé de nulle part. Le yield est legit, et je me dis que peut-être qu'ils rendront le marché plus efficient, et du coup, en rendant le marché plus efficient et en devenant de plus en plus gros, bah en fait, ils vont eux-mêmes baisser les fundings qu'ils vont prendre, mais ils vont avoir genre un funding et un pourcentage sur une plus grosse partie. Ouais. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est, imaginons que tu as $1 milliard, ok? Genre, si tu veux te placer en spot et shorter l'équivalent sur les dérivés, c'est faisable. Si tu arrives à 15, 20, 30 milliards, en fait, genre, tu vas avoir une telle taille sur le marché, une telle emprise sur le marché, notamment sur le dérivé, que bah, vu que eux ils doivent être short, ils vont faire probablement baisser le marché. Alors ça dépend comment ils le font, à quelle vitesse ils le font, etc. Mais du coup, ils pourraient peut-être, dans le cas où le funding est très positif, le rendre moins positif. Et du coup, de ce fait-là, bah en fait, niquer un peu leur marge. Donc là, actuellement, le yield qu'ils ont, il est sympa, mais ils pourront pas le scaler avec une market cap de 50 milliards ou 100 milliards. En tout cas, ça me semble totalement injouable. En fait, ce que je veux dire, c'est genre, c'est cool pour un projet qui a pour ambition d'aller, je sais pas, jusqu'à 20, 25 milliards, mais je me demande qu'est-ce que ça donnera, genre, après. Alors, peut-être que
le marché va aussi grossir naturellement, que le marché sera plus liquide, qu'on aura plus de volume naturellement sur BTC Ether, notamment sur les dérivés, et que la progression et leur scaling sera voilà, ok, sain. Mais voilà, c'est la question que je me pose. Mais moi, ça me semble pas ultra risqué à vue de nez, et je comprends pas trop. Ok, mon navigateur crash. Je comprends pas trop actuellement quels sont les risques systémiques ou comment tu les perçois. Voilà, peut-être si tu as Alors, tu vois, plus regarde, on va revenir d'avis sur ou mon écran. d'informations sur ça. On va revenir sur mon écran. Déjà, la première chose, c'est que je digère l'information et qu'en plus, c'est des produits financiers que tu connais mieux que moi. Je vous mets cet article qui est sorti hier, qui est, je crois, On une parle traduction pas, on française. parle pas du jeton de gouvernance là pour le coup, on Non. parle vraiment du stablecoin Ouais. et du rendement qui est lié à ce stablecoin là pour être précis, parce que je vois Oui, des gens qui parlent du je vais jeton. vous expliquer. Alors, effectivement, pour avoir toutes les informations dans les mains. Ethena, c'est un protocole qui n'est pas encore totalement décentralisé et qui va se décentraliser progressivement via son jeton de gouvernance ENA, qui est disponible en ce moment, en tout cas qui peut être claim en ce moment, pour ceux qui avaient justement déposé des liquidités, interagi avec le protocole. Il y a cet article de Redstone France qui est sorti il y a moins de 24 heures, que j'ai lu assez rapidement, qui explique du coup ce que c'est ENA, ce que c'est l'USDE, leur stablecoin, et ce que c'est le stake USDE, qui est en fait leur stablecoin plus leur rendement. Tu sais, c'est comme tu as le liquid staking de Lido, où ils vont te filer un Ether qui est boosté justement avec le rendement du staking fait par Lido. Tu vois, bah là, c'est la même chose. Tu as un USDE qui sera toujours en parité avec le dollar à 1 dollar, et tu as le SUSDE, par exemple, si tu vas sur CoinGecko, qui justement profite En de ce gros, yield. l'USDE c'est le produit d'appel et le SUSDE c'est le vrai produit qui nous intéresse. Ouais, en tout cas, c'est celui qui profite du yield. Et qui permet d'avoir de la liquidité entre les deux quoi. Ouais, mais tu Et vois, là, d'échanger simplement, je suppose. on est sur, tu vois, une offre de 450 et quelques 457 millions de jetons pour plus de 2 milliards d'USDE. Les gars, Comment vous pouvez trouver ça? vous dites le cours c'est stressant et tout, mais c'est un stake USDE donc il récupère le rendement, donc c'est normal qu'il soit pas à 1, non? Bah oui, c'est logique, ouais. Alors, par contre, pourquoi il nous a fait un saut là? Je suis pas capable d'expliquer ça. Pourquoi ça a fait ça? J'ai pas Moi suivi. j'en ai pas, pour être honnête. J'hésitais à y toucher, mais j'ai pas touché pour l'instant. Voilà, donc on apprend avec vous, hein, mais du coup, ouais, on est à plus de 2 milliards de jetons. Alors, comment vous pouvez suivre ça? Bah, c'est simple, vous tapez USDE sur CoinGecko, vous allez sur capitalisation boursière et vous pouvez voir en fait le supply augmenter. Et donc, qu'est-ce qui crée les nouveaux USDE? Bah, c'est simple, c'est quand les utilisateurs vont déposer des Ethers, du stablecoin, des Ethers stakés, etc. dans le protocole, eux, ils vont minter des USDE. Voilà, donc c'est un peu comme si tu prêtais de l'argent à une entreprise ou tu prêtais de l'argent à un État et qu'il te filait une reconnaissance de dette, en fait. L'USDE, c'est une sorte de reconnaissance de dette. Et d'ailleurs, le protocole est un peu vendu comme le bon d'Internet, en fait. Tu vois, l'obligation d'Internet. Est-ce que c'est Internet. pas le stablecoin le plus crypto-native Bah, dans l'idée, si, parce qu'en fait, et le plus justement, stable? l'idée, c'est de proposer une alternative qui sort du système, parce que l'USDT et l'USDC, il est rattaché au système, puisque c'est des bons du trésor américain, etc. Tandis que là, justement, l'idée, c'est que tu viennes jouer des actifs type Ether, Bitcoin, etc., avec une stratégie de hedging en face, pour rester dans une économie totalement décentralisée, avec justement un rendement. Donc, c'est pas Luna, ça ne Je fonctionne peux pas comme Luna. schématiser. Je peux peut-être Ouais. schématiser pour que ce soit plus clair. Je repasse sur mon écran vite fait. Donc en gros, vous imaginez que vous avez 1000 dollars. Alors je vais schématiser ce que je comprends de ce que tu me dis, ok? Ouais. Donc vous avez 1000 dollars et vous voulez 1000 dollars de leur stablecoin, ok? En gros, ces 1000 dollars là, pour moi, techniquement, s'ils étaient que sur Ether, genre ils achèteraient pour 500 balles d'Ether et ils vendraient à découvert sur les dérivés Ça, il 500 shorterait, balles, voilà, 500 balles d'Ether en fait. Donc c'est en fait, ça. ils seraient delta neutral, sauf que cette position sur les dérivés, elle leur donne, je sais pas, 20% ou 50% ou même 100% sur les périodes d'euphorie en fait. Donc Hmm. en fait, ils vont toucher un yield techniquement sur cette partie-là en fait. Et donc ça, c'est le real yield qui est obtenu. Et donc cet argent est utilisé pour créer du stablecoin et derrière l'argent est utilisé pour créer ses positions à la fois sur le spot et sur les dérivés pour générer le yield sous-jacent. Je sais pas si c'est peut-être plus clair. C'est ça. C'est ça. Il y Moi, a des c'est ma trades. compréhension, mais est-ce que peut-être j'ai loupé des choses? Bah, c'est ce que je comprends aussi. J'ai d'ailleurs Je des suis repassé sur ton éléments. écran. Tu peux me remettre sur mon écran? Attends, où est-ce que j'ai noté ces trucs-là? Parce que désolé, c'est un peu le bordel. Quelqu'un me dit, on peut faire ça nous-mêmes. En fait, vous pouvez le faire, mais techniquement, ça va vous demander genre pas mal de collatéral à disposition, de la gestion active, etc. Et est-ce que vous avez envie de vous prendre la tête? Donc, je vous mets du coup 2 tweets qui en parlent,
qui nécessite quand même de se poser dessus, hein, parce que c'est un concept qui nécessite quand même un minimum de compréhension de la finance, et cetera, de produits dérivés. Mais voilà, c'est exactement ce que vient d'expliquer Léo. En fait, tu as des Ethers en liquid staking d'un côté, tu as une position longue en spot. En fait, ils achètent des actifs sur le marché classique et ils shortent à côté. Ça génère du rendement et ce rendement, il nous est rendu. Mais il y a aussi les rewards de staking pour l'Ether, tu vois, en plus du funding. Donc c'est ça Donc en fait, je qui pense est qu'ils assez vont faire intéressant. pas mal de choses qui va permettre de faire une sorte d'agrégation de différents yields tout en étant delta neutral. C'est-à-dire qu'en gros, ils n'ont pas d'exposition au marché. Donc en gros, il n'y a pas de raison que ce stablecoin soit volatile en fait, parce que genre ce qui est genre le sous-jacent, concrètement, c'est toujours le même montant que tu as mis dedans, plus Mhm. le yield. Bah, en tout cas, dans l'article, tout ce qu'il faut savoir que je vous laisse du coup. Donc, bon, on va continuer de parler d'Ethena, mais si vous voulez, dans le Coin Hebdo, vous avez ici, si vous souhaitez en savoir plus, je redirige directement. Oh, j'ai mis un lien about blank, tu te fous de ma gueule? Bon, je le corrigerai tout à l'heure. En attendant, je vous mets ça dans le chat. Non, Et je ben pense que vas-y. c'est un problème avec ton adblocker. Je pense que c'est un lien qui est bloqué par ton adblocker. Ok, bon, en tout cas, on réglera ça. Ils expliquent tout ça, et puis il y a une partie sur les risques aussi, justement, que c'est une nouvelle approche, etc. Donc, ils ont un système de fonds de réserve si jamais le protocole perd de l'argent, où ils vont taper dans ce fonds de réserve pour compenser le temps de régler la solution. Mais bon, pour le moment, visiblement, le fonds de réserve, il n'est pas énorme. Il y a aussi un risque, du coup, des sous-jacents. C'est-à-dire que si tu mets des Ethers wrappés, Lido, etc., il peut y avoir un souci lié à Lido Si ou Lido, il y a des un autres problème, il y protocoles. a un problème pour tout le monde, quoi. Donc, Ah, c'est sûr. est-ce qu'ils prennent ce pari-là? Il y a quelqu'un qui dit pas de raison de DPEG jusqu'au premier DPEG. Bah, C'est pas genre oui, totalement faux. mais pour moi, c'est pas comparable à Terra Luna, etc. C'est pas du tout Oui, la même chose pour ça moi. ne l'est Pour pas. moi, là, il y a un vrai yield qui est capturé et qui est derrière redistribué. En fait, la question, c'est est-ce que vous avez envie de vous prendre le risque de vous exposer à ce stablecoin-là alors que vous pouvez très bien avoir vos stablecoins en USDT, en USDC et les prêter sur AAV et prendre, je sais pas, 15-20% annuel. Je vais regarder vite fait, mais moi, la dernière fois que j'avais regardé les taux de stablecoin, etc., c'était fou, quoi. Genre là, C'est quoi? l'USDT, si tu le donnes, t'es à 5% par an sur AAV. Ton USDC, si tu le donnes, enfin, si tu le lends, si tu le prêtes, t'es à 8%. OK. Donc eux, ils vont gratter. Ethena, de mémoire, c'est 20-30%. Ça dépend des jours, je crois, mais c'est Bien ouf, sûr. hein. Là, ils mettent 37,1% APY actuellement. Ouais, Et t'as des énormes backers, donc derrière, t'as le founder de AAV, t'as le founder de Curve, t'as le founder de Frax, t'as le founder de Synthetix, t'as Kobe, t'as Ansem, t'as Dragonfly, t'as Arthur Ace, t'as Binance Labs, t'as OKX Ventures, t'as Bybit Ventures, t'as Deribit, enfin, t'as vraiment des géants. Et ce qui est assez rassurant, c'est de voir que les exchanges sont actionnaires de ce truc-là, et donc ces exchanges-là sont eux-mêmes des outils qui permettent de mettre en place cette stratégie-là. Donc on suppose que s'ils sont investisseurs, il n'y aura pas de blocage de compte, il n'y aura pas de problème avec les comptes, etc., qui permettent de prendre ces positions-là, et donc qui permettent peut-être d'être un peu plus serein, je sais pas. mmh, Mais en tout cas, tout ce que tu me dis, je trouve que ça me donne davantage d'intérêt à Dig, en fait, ce qui se passe. ouais, je suis Et, d'accord. et pour moi, c'est très intéressant. La question, c'est surtout à quoi sert le jeton ENA. Donc ENA, qui est le jeton de gouvernance de Ethena. Est-ce que tu as pu regarder un petit peu? Est-ce que c'est genre juste Alors, pour le moment, je la sais juste gouvernance que du c'est un jeton protocole de côté gouvernance, méchant mais ou... c'est tout. À ce stade, j'en suis là. Et en fait, tu vois, on a commencé à m'en parler. Là, j'ai pris un peu plus de temps pour m'en occuper. En fait, ce que je veux pas, c'est qu'on soit un peu comme avec Gainlayer, où on est en mode, ouais, c'est le nouveau Luna, faut pas regarder, c'est de la merde, je touche pas. Tu vois, faut pas s'arrêter là, faut comprendre. Aujourd'hui, on est quand même sur un stablecoin qui a une hype de ouf. Enfin, je veux dire, les gars, cinquième avec une progression où ça fait un fois 2,5 en l'espace de 30 jours. Arthur Race qui va pousser comme un cochon. Mais il est deep ball, il est balls deep dedans, il est grosse couille dedans, clairement. Et d'ailleurs, ça me fait penser parce que peut-être que des gens ont vu cette vidéo-là, mais sur grand angle, il parlait de créer un stablecoin à partir genre de dérivés. Donc en gros, ce que tu pouvais faire sur BitMEX à l'époque, c'est Ouais, en gros, tu déposais tes BTC parce que tu pouvais déposer que du BTC, et si tu te mettais en short x1, ça revenait être en stablecoin. Et en plus de ça, tu prenais le ouais. funding rate. Donc, moi, je pense que c'est une idée qui a trotté dans la tête depuis très longtemps à Arthur Hayes et que plein de gens ont eu. Mais pour l'instant, pour moi, c'est un des seuls à le faire à une certaine échelle et avec autant de réussite pour le moment. Donc, personnellement, je trouve ça très intéressant. Mm, Mais je n'en ai pas. mm. Et la différence est là. Et moi, je m'en fous de faire 20% sur mes stables actuellement parce que je pense être en capacité d'en faire beaucoup plus avec mon trading, mes investissements, mes boîtes, etc. Mais si j'étais davantage bearish sur l'écosystème et que je voulais juste être en stablecoin, la question se poserait.
En fait, tout est une question de à quel point vous êtes quelqu'un qui est avancé ou pas dans l'écosystème. Si vous êtes assez avancé et renseigné, je pense que vous aurez tendance à le faire par vous-même. Parce que concrètement, ce qu'ils font, je vois pas pourquoi n'importe qui ne pourrait pas le faire. C'est le principe même de la DeFi et de la transparence dans ce projet-là. Mais ouais. Yes. Alors, à savoir qu'aujourd'hui, l'USDE, il est listé sur quelques marchés, mais rien d'explosif. Le SUSDE, bah là, il n'y a que Curve, hein, comme ça, au moins, c'est... C'est pas les premiers à le faire, hein. Je vois des messages dans le chat, je suis totalement d'accord, il y a plein de gens qui ont essayé de le faire, etc. Mais pour moi, dans ceux qui l'ont fait, c'est ceux qui l'ont fait à une échelle assez importante par rapport aux autres, quoi. Les autres, ça reste confidentiel ou petit. Mais je pense que ça peut valoir le coup de discuter avec les gars de Angle Protocol ou même d'autres gars dans le domaine des stablecoins et du yield en DeFi. Parce que eux pourront justement avoir un avis et un regard davantage critique. Regarde ça, sur Pendle. Ouais. Ouais, mais vous voyez, ça, c'est des trucs que je maîtrise moins. Bon, là, on est sur un yield de fixe. Arthurize, il est en train de nous faire un chill vraiment fou, hein, parce que du coup, lui, il est balls deep dans Pendle, qui a Moon, et il est balls deep dans Ethena, et je pense qu'il y a des sortes de crossover, et lui, il met en avant... voilà. Voilà, il parle de Pendle, et il avait pris une grosse position entre les 2 et 3 dollars de mémoire, un truc du style. Donc, toujours très intéressant. Je pense que s'il se met sur ces trucs-là, c'est pas pour rien. Après, gardez en tête que ce mec-là, il doit avoir genre maximum 2-3% de son network sur des trucs comme ça. Genre, il mettra jamais. Et pour vous dire la puissance du truc, parce que là, le jeton, il a quelques jours d'histoire. Hein, il est sorti vers le 3 avril. On est déjà à 18 milliards de FDV pour le jeton de gouvernance. Et donc là, on sort FDV is the meme, c'est ça quand ça nous arrange? Ouais. Bah, franchement, il est déjà 73e. Je pense qu'il y a une capacité upside. Je pense que vous allez en entendre parler à toutes les sauces. Ce truc, vous allez entendre parler à toutes les sauces, ça est comme Egan Layer. Prenons tous le temps de mieux comprendre. Si on se voit à Paris, discutons-en. Mais on ne peut pas fade Ethena et ses stablecoins. J'en ai pas parlé, mais j'ai une interview avec eux, avec le Head of Operations de là-bas. Je suis en contact à LinkedIn avec lui et je vais voir ce qui est possible de faire, etc. Le mec a l'air très busy en ce moment. Mais au pire des cas, j'enverrai un message au fond de Arthurize qui est très investi dedans pour trouver un moyen de faire un truc. Mais dans tous les cas, j'essaierai de produire un contenu assez deep sur ça pour que vous ayez une meilleure vue d'ensemble. Ensuite, du coup, toujours dans l'épisode Ethena, hein, on a Ave qui juge le DAI trop risqué. Alors du coup, quel est le rapport entre DAI, etc. Eh bien en fait, DAI et sa banque centrale décentralisée MakerDAO ont voulu s'exposer très lourdement d'entrée à Ethena. Je crois en ayant un collatéral de l'ordre de 20% de tout le collat pour profiter de ce fameux rendement. Quand vous allez sur DAIstat par exemple, vous pouvez voir par quoi le stablecoin DAI est collatéralisé. Donc, je vous le montre régulièrement, mais vous avez de l'Ether, de l'USDT, du Wrapped Ether, etc. Et l'idée, c'est aussi de s'exposer à ce nouveau paradigme, on va dire. Et ça a foutu la trouille à pas mal de gens. Non pas pour dire Ethena, c'est de la merde, on n'y va pas, mais c'est pour dire, oh les gars, vous y allez trop fort, trop vite, c'est tout jeune, on connaît pas les risques, moi je peux pas vous suivre en fait. Et du coup, le débat, ça a été, nous, on peut pas, en tant qu'AAV, subir un potentiel risque collatéral si jamais ça se passe mal. C'est pas pour dire c'est de la merde encore une fois, c'est mollo. On n'a pas envie de se faire baiser. Ouais, pardon. Ça va être intéressant parce que tu as le founder d'AAV qui est investisseur là-bas. Donc est-ce que c'est genre juste Mark Zeller qui pense ça? Non, et mais est-ce que la proposal qui est live, donc sur laquelle on peut voter, a pris un certain engouement? Quels sont les résultats? Qu'est-ce que les gens pensent? Comment les gens votent? Je crois que les gens en discutent. Aux dernières nouvelles. Je suis désolé si je suis pas totalement à jour. Justement, je suis passé chez Mark Zeller tout à l'heure pour voir un petit peu ce qui se tweetait. C'est quoi ces arguments d'ailleurs? C'est ce que je viens de dire à l'instant, c'est que ça va trop vite et que MakerDAO, il faut un petit peu trop à leur tête, je pense. C'est peut-être pas assez démocratique de ce que je comprends. Et du coup, c'est inquiétant. Il y a eu des Twitter Space auxquels j'ai pas participé, mais tu vois là, par exemple, c'est ce qu'ils disent. Ils disent ça va un peu trop vite, quoi. Donc voilà, j'ai vu du coup le créateur d'AV aussi dire qu'il faudrait se désexposer un petit peu. Donc voilà, il faut suivre ça avec attention. Je m'excuse de ne pas être incollable sur le sujet, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter très rapidement pour savoir ce qu'il en est. Donc du coup, l'idée, c'est pas de se débarrasser du DAI sur AAV, c'est d'enlever la fonction collatérale sur AAV pour le DAI, le temps de comprendre un petit peu ce qui se passe et de se désexposer à ce risque-là. Ouais. Voilà. Ensuite, on a ça, on en avait parlé l'autre fois, FTX qui a finalement bel et bien vendu énormément de jetons Solana à un prix moyen de 64 $ l'unité avec un Solana qui est 3 fois plus cher sur les marchés puisqu'on est autour des 180 $ actuellement. Donc ça veut dire que
Et ben, je suis chaud pour que tu nous en parles, mais ce qu'il y a de fou, c'est que oui, effectivement, cette transaction fait que les Solana ne peuvent pas être vendus avant 4 ans. Mais tu peux très bien te hedger, de ce que je Compliqué de se comprends. hedger sur des centaines de millions ou des milliards. Mais en gros, moi, la discussion que j'ai eue, alors comme je l'ai expliqué, j'ai fait une interview d'un mec qui a une boîte qui rachète des claims FTX et qui a voulu relancer FTX avec le FTX 2.0, etc. Il connaît énormément d'execs FTX, etc. Et bref, du coup, lui, il lit tout ce qui se passe dans la faillite de FTX et les procédures de remboursement. Et du coup, ce qu'il m'a expliqué, c'est que en fait, le jeton était à 100 dollars quand ils ont voulu tout clôturer en termes de deal, donc avec un discount de 35%. Et qu'en fait, entre le moment où ils ont finalisé les négociations et le moment où ils ont signé le contrat, Solana est passé de 100 à 200 dollars. Ok. Donc en fait, ça a été vendu à 64 dollars. Enfin, ils voulaient vendre à 64 dollars quand c'était à 100 dollars et le prix est monté tellement vite qu'en fait, au final, ça fait un discount de malade, quoi. Donc le discount initial était beaucoup plus petit. Et lui, ce qu'il me disait, c'est que c'était un linear vesting. Je sais plus s'il récupérait des jetons toutes les semaines ou tous les mois. Mais c'était un truc comme ça. Et il expliquait aussi qu'ils avaient vendu pas mal de Solana, mais en dehors de ce deal-là, via la procédure de faillite, post-faillite de FTX, etc. Mais qu'ils l'ont fait avec une certaine limite, je sais plus, c'était 60 ou 100 millions par semaine, un truc comme ça, sur toute la montée. Donc voilà, dans tous les cas, je vous invite à regarder l'interview quand elle sera disponible cette semaine, en tout cas la semaine suivante, où je discute avec cette personne-là et qui donne du coup beaucoup plus de détails sur le sujet, mais très intéressant. Carrément. Mais du coup, ça fait qu'FTX récupère encore du fric. Et on en voit le bout, du coup, de cette histoire. Les gens vont tous retrouver leur pognon. Je parle pas des gens qui vendent leur claim, mais vraiment des gens qui sont touchés par FTX qui veulent voir leur pognon. On est bon, là, à force, entre Anthropic, la vente de Sol, etc. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que FTX ne détenait pas les cryptos de ses clients. Donc là, on récupère une partie de ce que en fait FTX devait à ses clients, mais au moment de la faillite, je crois, il y avait entre 5 et 10% réellement des cryptos disponibles, quoi. Donc si tu avais un BTC, il y avait l'équivalent de 0,05 BTC ou 0,10 BTC en réalité sur la plateforme. Donc voilà, mais la vidéo que je vais sortir cette semaine, elle va aller beaucoup plus deep sur le processus de remboursement, etc. Et voilà, il y aura beaucoup d'informations, donc je vous invite vraiment à la regarder dès que ce sera disponible. Je crois qu'on est autour de 50-60 minutes, mais très très intéressant. Très bien. Ensuite, on a Ripple qui va lancer son propre stablecoin. Alors, je voulais vous en parler, mais là, pour le coup, des informations qu'on a, ça va être un concurrent USDT, USDC. Je ne crois pas qu'il soit question de redistribuer du yield ou quoi. C'est juste proposer une alternative transparente aux institutionnels. On me demande dans le chat, ce sera une vidéo en anglais ou pas? Non, français. Super. Et ensuite, donc, actu en bref, la division Metaverse Facebook sont déjà à 40 milliards de pertes depuis le lancement. Depuis le rebranding, pardon, en méta. On a Galaxy Digital qui va encore lever 100 millions pour un fonds dédié crypto pour les institutionnels. Coinbase qui va aller plus en détail dans le marché canadien parce qu'ils viennent de choper une licence. Et Grayscale qui se débarrasse de Cardano et de Atom, donc Cosmos Hub, 200 folios. Ils n'en avaient pas déjà beaucoup, mais alors là, il n'y en a plus du tout parce que justement, les performances ne sont visiblement pas au rendez-vous. Voilà pour les actualités. Je pense qu'il y a d'autres actus intéressantes. Je pense au lancement de Wormhole. Je sais pas si on a assez couvert. On l'a couvert sur Coin Academy, je n'en ai pas parlé parce que Wormhole, on a tabassé avec, mais effectivement, le jeton est sorti. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et entre le moment où il y avait la hype et maintenant, le jeton a bien fondu, ce que je comprends. Ouais, après, c'est tellement récent, genre, ça vient juste de sortir. Mais On était à 1,30, 1,40 et je pense pas que c'est pas fou. Je pense que c'est juste, voilà, tu vois, quand on était à 15 milliards, un truc comme ça, de FDV. Et là, on est à 10. Après, la FDV, on la regarde quand ça nous arrange, quoi. Je pense qu'on a certains biais par rapport à ces métriques-là. Oui. Mais ouais, du coup, dans les autres actus, pour moi, tu sais, il y avait BlackRock aussi qui a tokenisé un de ses fonds. Du coup, Cette semaine encore? Mais ça, non, on en a parlé. non, c'était il y a 1 ou 2 semaines. Mais on en a parlé, ça, ouais. Mais j'ai regardé une interview d'un mec qui justement travaille avec BlackRock et qui avait une entreprise qui s'appelait Securitize de mémoire, un truc comme ça, ou Securize, et qui bossait avec eux et qui expliquait que globalement ça allait être énorme parce que ça allait être littéralement le pont entre la finance tradi et les cryptos, quoi. Et que ça allait vraiment prendre une ampleur de ouf. Donc en fait, concrètement, ça permet pour les instituts d'avoir c'est pas vraiment un stablecoin, mais c'est des parts d'un fonds qui valent 1 dollar et leur argent qui est dedans est mis dans des bons du trésor américain et d'autres choses de mémoire et ça leur donne le yield et eux ils récupèrent le yield tous les mois. Mais là ils sont en train de travailler pour que ce soit toutes les semaines, tous les jours ou limite bloc par bloc, donc c'est ce qu'ils expliquaient. Et surtout ils expliquaient que
Et ils sont en train de voir pour que ce soit potentiellement intégré et en étroite collaboration aussi avec des exchanges centralisés crypto. Et donc ça permettrait en fait aux instits en fait, d'utiliser ça pour injecter dans le marché et donc d'avoir quelque chose qui ressemble à un stablecoin pour des instits avec toutes les garanties d'un BlackRock. Et donc, si ça fonctionne bien et s'il y a les bonnes connexions entre ce fonds tokenisé et le reste du marché crypto, bah, ça pourrait être peut-être le moyen privilégié pour les instits d'investir dans autre chose que Bitcoin, puisque aujourd'hui on a des ETF que Bitcoin. Donc, par exemple, ça permettrait d'investir dans Ethereum ou dans d'autres Tellement trucs. bullish pour la Après, DeFi, gros. après, encore une fois, on n'a pas les ETF sur Ethereum et sur le reste. Le reste n'est pas régulé. Donc, même si tu as ce pont-là, à quel point ils vont pouvoir faire des choses et utiliser cet argent pour rentrer sur nos coins préférés, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, ils sont en train de l'infrastructure, l'autoroute sur laquelle on va faire passer tout cet argent et pouvoir justement créer un pont parfait entre TradFi et DeFi et crypto en général dans les deux sens. On va parler maintenant de layer de Bitcoin. Yes. Alors en ce moment, bah vous savez, on n'est pas loin du halving de Bitcoin, hein, c'est l'histoire de quelques jours et il y a beaucoup de gens qui s'excitent en fait. En fait, il y a tout qui va dans un sens, c'est que on a eu d'abord les ordinals, donc qui ont permis justement de faire des tokens non fongibles et des tokens fongibles en surcouche de Bitcoin, justement grâce à une faille sur Taproot qui est une implémentation technique qui arrivait bien plus tard sur Bitcoin. Bref, depuis, la shitcoinerie commence. Ensuite, du côté d'Ether, vous le savez, on vous a beaucoup parlé de modularité. On a aussi des gens qui sont contre le fait qu'Ethereum soit passé en proof of stake. Et ce mélange de tout fait qu'aujourd'hui, on se dit, et si la modularité, ça n'arrivait pas aussi sur Bitcoin? Alors, Bitcoin en l'état n'est pas aussi bien designé qu'Ethereum justement pour des roll-ups, mais avec un peu de bricolage, on peut commencer à se rapprocher de trucs intéressants, comme on a pu le voir avec Stacks. Je vois que tout le monde en ce moment se masturbe, c'est le terme, hein, sur Nervous Network, qui est un Layer 1 alternatif, qui est une CKB, chain en Proof of Work, ouais, CKB, ouais. Je sais pas pourquoi, depuis 3 semaines, les gens découvrent CKB, alors que ça fait 4 ans qu'on en entend parler. J'ai peut-être raté un épisode. Donc si j'en ai raté un, n'hésitez pas à me le dire et me dire pourquoi. Je regarderai ça après l'émission, bien sûr. Mais ouais, du coup, au niveau des Layer 2, on va se concentrer sur ce que je connais plus. Alors, vous avez ce premier outil qui s'appelle Layer 2 Watch, L2.watch, qui liste tout, aussi bien des roll-ups que des sidechains, etc. Vous pouvez savoir où ça en est, s'il y a un jeton, et donc vous pouvez faire des analyses spécifiques. Alors dedans, on peut voir du avalanche et tout aussi, c'est parce qu'en fait, vous avez du wrapped BTC qui est disponible sur certains Layer 1. Mais voilà. Effectivement, vous en avez probablement entendu parler cette semaine, il y a Core, qui est, on va dire, un des plus gros concurrents de Stacks, qui a apparu dans le top 56 de CoinMarketCap. C'est-à-dire que ça ressemble énormément à Stacks, Léo. C'est juste qu'au niveau du consensus, c'est un tout petit peu différent de Stacks. Mais dans les grandes lignes, ils font plus ou moins la même chose. Et l'idée, voilà, c'est d'avoir de la DeFi en surcouche, à la différence que Stacks n'est pas compatible Ethereum Virtual Machine, alors que Core, oui. Donc Core, aujourd'hui, c'est de l'EVM. Et c'est aussi des jetons type BRC20 et peut-être Rune, etc. Donc, il va essayer de se faire la guéguerre entre layers de Bitcoin. Et ça va être très très intéressant, surtout que Core a lancé des incentives économiques pour pousser les gens à venir dessus. Voilà, donc beaucoup de Layer 2 et beaucoup de Layer 2 qui sont souvent basés sur BitVM justement et d'autres implémentations. Donc j'ai fait un live hier pour regarder tout ça. Et de ce que j'en ai compris, eh bien, c'est qu'il y a quelques trucs qui sortent qui vont être très intéressants. Alors, toujours dans l'économie Bitcoin, vous avez Orange Layer. Donc, Orange Layer, c'est un protocole de restaking à la Eigenlayer, mais cette fois pour l'écosystème Bitcoin. Et donc, eux, c'est expliqué où? Ah, j'ai pas mis le tweet. Eux, en gros, ils vous proposent la possibilité de faire du staking avec vos bitcoins pour sécuriser d'autres réseaux. Donc, soit des bitcoins natifs, soit des bitcoins au format liquid staking, enfin au format wrappé. Et donc, comme avec Eigenlayer, vous allez pouvoir en fait utiliser vos BTC pour toucher du rendement et sécuriser d'autres écosystèmes. Donc, affaire à suivre. Ça reste encore très très jeune, mais je pense qu'on va beaucoup en entendre parler. Regarde ce que je t'ai envoyé en DM Restream. Ok. J'ai enlevé. Bon, tu peux cliquer dessus. C'est exactement ce que j'expliquais, même dans le tweet que je cite. Je disais, je m'intéresse pas mal à tout ce qui se passe autour de BTC avec Stacks, les ordinaires, etc. Stacks qui était à $1. On est à 3,30. Et à ce moment, je disais, ouais, je m'intéresse à ce qui se passe sur l'écosystème Bitcoin. Et genre, les mecs étaient en mode, mais qu'est-ce que tu racontes, frérot? Et je m'y suis réintéressé de mémoire grâce à toi et grâce à un VC qui m'avait dit, mec, on s'est chauffé sur Stacks. Regarde ce qui se passe. Ouais. Ouais, on s'est chauffé sur Stacks, mais clairement,
Toujours pareil, on a choisi nos combats, mais pas assez sur ce qui se passe sur Bitcoin. Donc vraiment, Stax est n'hésitez leader, hein, pas. Ouais, qui est en Stax qui est capitalisation leader, en tout cas. mais là, ouais, le truc que je viens de montrer, la Core, ça va bien leur casser les pieds, hein, parce qu'ils ils ont pris du terrain. Et il y a plein d'autres layers 2 qui arrivent. Alors par exemple, je l'ai noté, je crois, on a Merlin qui en ce moment est en mode farming de points. Merlin, on est déjà à 2,5 milliards de TVL, gros. Frérot, tu veux que je te dise une folie ou pas? Hmm. J'ai vu des gens vendre des pré-sales sur Merlin Starter, qui est genre une sorte de launchpad sur Merlin, à une FDV de 135 millions. Genre. Je me dis, mais quel marché de cinglé, genre. C'est un marché de cinglés, gros. Et en fait, Merlin, il faut savoir que c'est basé sur Lumos. Alors, souvenez-vous, dans les émissions précédentes, je vous parlais de Roll-Up as a Service, je vous parlais d'Altlayer. Eh bien, Lumos, on en a entendu parler il y a un petit moment déjà, quand je regardais un petit peu tout l'écosystème des Roll-Up as a Service. En ce moment, il lève des fonds sous forme de précède. Je crois qu'ils sont à 300 M de FDV. Et en fait, Merlin est basé sur Lumos. Donc, ils sont en train de se faire leur petit écosystème à eux. Et tu vois, en grattant un petit peu l'écosystème, donc déjà tout ce qui est execution layer, on retrouve les gros, hein, Polygon, Scroll, Zcasing, Starknet, mais aussi Linea et Taiko, qui ont pas encore de jetons. Et côté data availability, il y a tout le monde, dont ETH Storage, que je ne connaissais pas avant hier. ETH Storage, c'est quoi? Ça va être une solution exprès pour du stockage à froid de plus grosse quantité. Et donc, on va avoir un nouveau game qui va se lancer dans la data availability où ce ne sera pas vraiment du Arweave ou du Filecoin, ce sera plutôt pour des données très sécurisées, mais tu vois, eux, ils se disent plus performants en termes de TPS que de l'optimistique, moins que du ZK. Par contre, bien meilleur pour pouvoir stocker des grosses quantités de données, aussi bien pour ce qui est lié à Ethereum que pour ses roll-ups. Donc encore un data availability layer. Et Lumos va aussi proposer son propre data availability layer, soi-disant qui s'appellerait Lumos DA. Donc encore plus de trucs dans la narrative modulaire qui arrivent. On n'a pas fini d'en voir passer dans cet écosystème. Toujours dans la narrative Rollup as a Service, on a Gelato qui a annoncé proposer justement d'émettre des roll-ups sur tout ce qui est stack technique Bitcoin. Jusque-là, il proposait justement tout l'écosystème Ethereum, donc Polygon, Starknet, etc., etc. Bah là, du coup, tous ceux qui vont proposer des technos différentes de roll-up en surcouche de Bitcoin, Gelato risque de les intégrer. Donc la DeFi sur Bitcoin, ça bouge beaucoup. Et pour ceux que ça intéresse, pour Gelato, on a fait l'article avant cette annonce Bitcoin, mais on vous explique tout dans un article dédié sur ce que c'est, qu'est-ce qu'ils font justement, l'utilité du token, etc., etc. Du coup, les maxis là, ils crient ou ils sont heureux? Ils sont pas heureux. Ok. Ils sont pas heureux. C'est-à-dire que les gens qui ont toujours été plutôt ouverts on va pas dire la shitcoinerie, mais presque, mais tu vois, à l'innovation, au degen, etc., ils sont hyper heureux. Mais sinon, en fait, le problème, c'est que à partir du moment où c'est des tokens différents de BTC, à partir du moment où c'est autre chose que du proof of work, ça plaît pas trop. Et par contre, je sais que dans le cas de Core, là, ce que je montrais juste avant, apparemment, les mineurs de Bitcoin peuvent prêter aussi leur puissance de hash pour sécuriser en complément d'un système de staking. C'est un peu compliqué. Donc, je pense que Stacks va commencer à avoir des semblants de concurrence. Ça va être très intéressant à surveiller. Attention, je n'annonce pas la mort de Stacks. Hein. Je dis juste qu'ils avaient un peu, ils ont le first mover advantage, mais ils vont commencer à avoir de la concurrence. Maintenant, j'aimerais faire un petit instant pub, les potes, pour vous parler de Games GG. Je vous ferai une vidéo dédiée prochainement sur ma chaîne, mais déjà, je vais vous en parler. Alors, moi, GameGG, j'utilise depuis très longtemps. Là, c'est vraiment pour ceux qui s'intéressent au gaming et au gaming Web3. C'est un média. C'est un média qui s'est spécialisé dans le gaming Web3, qui notamment fait un événement annuel en décembre qui s'appelle le Game Awards, où en fait, ils parlent des créateurs de contenu, ils parlent des jeux Web3, etc., des innovations, et ils essaient de proposer en fait En gros, tu vas avoir un gagnant du jeu le plus innovant, du jeu mobile, du jeu de guerre, du jeu, etc. C'est un awards, quoi. Et c'est quelque chose qui a plutôt bien marché, puisque la dernière émission, c'était 36 000 viewers simultanés sur Twitch. Au-delà de ça, c'est une plateforme qui vous présente des jeux, avec des critiques, etc. Vous avez même la possibilité de filtrer rapidement. Donc, c'est des notes qui sont données à la fois par la plateforme et à la fois par les utilisateurs. Ça vous permet rapidement, justement, de vous concentrer sur des jeux qui sont un petit peu au-dessus de la moyenne. Moi, je vais pas vous mentir, j'ai toujours utilisé GameGG pour m'intéresser aux jeux Web3 qui ont le plus de potentiel. C'est comme ça que j'ai bien connu Big Time, c'est comme ça que j'ai connu Metalcore, c'est comme ça que j'en ai connu plein. Donc, j'ai toujours utilisé. Et en fait, voilà, donc, cette présentation, elle est sponsorisée. Coin Academy a été payée.
j'ai été payé. Et ça me fait plaisir de bosser avec eux parce que voilà, en fait, franchement, leur média, il est top. C'est-à-dire que tous les jeux Web3 qu'on n'a pas couverts, vous allez pouvoir avoir une analyse rapide des jeux en question chez eux. C'est en anglais, par contre. Et vous avez aussi une partie Play Now. Alors, je vous montre tout ça rapidement. Excusez-moi. Donc, je vous parle des fonctionnalités, le fait que vous pouvez vous connecter avec un Google, que vous pouvez créer un compte en un clic. Vous avez un système de quête où vous pouvez du coup faire des quêtes, choper des points. Ces points vous rendez éligible à l'airdrop, mais ça vous rend aussi éligible à certains airdrops avec les jeux en question. Vous avez le fameux Play Now où en fait tous les jeux qui sont fonctionnels sur navigateur, qui sont partenaires de GameGG, vous pouvez y jouer directement ici. Donc vous avez par exemple EVIO qui a un espèce de Quake où vous avez juste à cliquer et hop, ça fonctionne, vous allez sur le site dédié. Donc en fait, c'est une super app. C'est-à-dire que c'est pas un concurrent des blockchains type Ultra, Elixir, Hyperplay, etc. Eux, ils font pas une blockchain. Eux, ce qu'ils vous proposent, c'est un média, des quêtes, des critiques, la possibilité aussi parfois d'investir si jamais vous êtes token holder de leurs futurs jetons, etc. Mais ça, je vous laisserai regarder en détail dans l'article. Voilà, et donc là, si vous voulez, ils ont lancé une collection NFT il y a pas longtemps. Ils sont en train de lancer un jeton. Et l'idée, c'est d'être un petit peu le hub du gaming Web3 pour les passionnés, pour pouvoir être au courant de tout ce qui va se passer en termes de gaming Web3, etc. J'ai pris le temps de vous faire une analyse complète de la tokenomics, justement. Vous avez toutes ces données. Je vous ai aussi présenté combien de millions de jetons il y aura au lancement, quelle capitalisation il y aura, donc vous pouvez vous projeter un petit peu si ça vous intéresse. Et ils bossent avec tout le monde, ils bossent avec les plus gros en tout cas, ils bossent avec Big Time, Shrapnel, Illuvium, Blocklords. Pour ceux qui connaissent Blocklords, c'est un équivalent de Fall Guys un petit peu au format Web3. Ils aident aussi les jeux à se lancer. Tu vois, par exemple, ils avaient fait une campagne où quand tu es un joueur Steam, tu peux lier ton compte Steam chez eux. Eux, ils vont savoir à quel jeu tu joues, si tu as du temps de jeu. Et si tu as un certain temps de jeu, ils vont dire ok, il a joué à plus de 50 heures à des FPS, c'est bon, il est éligible pour l'early access de Shrapnel. Ils ont fait pareil avec Illusium dans une autre mesure. Et ils ont levé un peu plus de 5 millions avec pas mal de beau monde. Donc je vais pas vous prendre la tête plus longtemps avec ça. Si ça vous intéresse, on a un article dédié sur le sujet que je vous mets en description et je vous ferai une vidéo dédiée aussi sur le sujet sur ma chaîne très rapidement. Voilà. Pour terminer, je pense qu'il est important de parler de ce qui se passe sur Solana parce que je vois beaucoup d'inquiétudes au sujet de Solana, beaucoup de transactions failed. En fait, ce qui se passe, c'est que Solana a fait le choix technique de fonctionner différemment d'Ethereum, etc. Et ce choix, ça marche, et puis des fois, ça marche pas. C'est-à-dire que vous soyez sur Ethereum, Phantom, Avalanche, etc., vous avez un marché de frais. Donc du coup, dès qu'il y a beaucoup de transactions qui sont faites sur ces blockchains-là, eh bien, le prix de la transaction augmente, et du coup, les gens sont moins motivés à exécuter des transactions. Sur Solana, les prix des transactions sont extrêmement bas. Et donc, ce qui se passe, c'est que souvent, il y a beaucoup de robots qui font de la transaction sur Solana pour faire de l'arbitrage, etc., pour récupérer des petits centimes à gauche, à droite. Mais du coup, le réseau prend plein la gueule de transactions. Et donc, en fait, visiblement, il y a quelques soucis de performance au niveau du protocole Quick, qui est un protocole dédié à la communication basse latence, haute fréquence sur Internet, qui a été implémenté sur Solana à la suite d'une mise à jour. Et ils sont sur le coup, ils vont sortir un patch qui devrait régler le problème, mais ça lance du coup un débat. Cette fois, Solana n'a pas planté. Solana fonctionne toujours. Par contre, il n'est pas au top de sa, de sa forme. De sa forme. Et donc, en fait, ça lance ce débat, c'est est-ce qu'un jour Solana va arrêter de bugger? C'est-à-dire que, en gros, tu vois, Ethereum, Bitcoin, leur objectif, c'est que ça ne plante jamais. Qu'on ait une liveness de 100%, que tout soit prédictible, tu vois. On sait que ça va marcher. Ok, c'est plus cher, ok, c'est plus lent, mais on sait que ça va marcher. À l'inverse, Solana, il se passe toujours des problèmes, tu vois, plus ou moins graves. Et tu vois, ça lance ce débat. En fait, c'est instable. C'est instable. Et c'est gênant, tu vois, parce que quand tu es une entreprise, un jour ça marche et puis à un autre moment potentiellement ça marche plus et tu racontes quoi à tes clients? Bon voilà, j'ai choisi Solana et... Est-ce qu'on a déjà vu autant d'activités sur d'autres réseaux surtout? C'est la question. Est-ce qu'on n'arrive pas justement à un niveau d'utilisation qu'on a rarement vu sur d'autres réseaux et qu'on a rarement vu sur une blockchain? Mais justement, c'est ça le truc, c'est que comme Solana c'est pas cher, ça pousse à l'activité mais aussi à la fausse activité, dans le sens où les robots, s'ils ont un frais de transaction, je te dis une bêtise, de 1 centime de dollar, ils spamment, et qu'ils peuvent faire un arbitrage pour gagner 3 centimes de dollars, ils vont faire la transaction pour gratter 2 centimes. Et en fait, ils vont se faire spammer la gueule. Et aujourd'hui, Solana ne veut pas augmenter ses frais. Alors peut-être qu'ils vont y aller progressivement, mais tant que ça restera dans cette situation-là, ils vont laisser comme ça.
Donc ceux qui n'aiment pas Solana continueront de critiquer pour des raisons d'ailleurs qui Légitime. s'entendent, hein. C'est légitime, hein, honnêtement. Mais ce que je veux dire, c'est que soit ça a un problème comme ça, soit ça plante à cause d'un autre bug, soit c'est autre chose, et que voilà, c'est quand même une très 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 grosse blockchain. Tu peux te cacher derrière le fait que ce soit une bêta. Oui, ok, c'est une bêta. À un moment donné, c'est pas une réponse à tout. Tu vois. Je lis Solana est dépassée, elle tombait en panne même quand elle n'avait pas de transaction. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que la chaîne est plus utilisée et dépassée? Non, dépassée, non. Pour qu'elle soit dépassée, faudrait qu'il y ait quelque chose de mieux en tout point. Tu te souviens d'Avalanche à l'époque? Bah toujours, hein, je suis toujours Avalanche. Non mais Krabada à l'époque et tout, comment ça a pris Ouais, cher quand il y a eu ça un a pris début cher, ouais. d'activité. Ouais. Donc, et si tu regardes tous les layers 2, ou en tout cas certains d'entre eux ont eu des soucis dès qu'il y a eu genre des meme coins, des inscriptions, des trucs comme ça, etc. Donc, sincèrement, c'est compliqué, tu vois. Moi, évidemment, je suis biaisé sur Solana. Moi aussi. J'ai vu que dernièrement, il y avait pas mal de mes transactions qui ne passaient pas. De ce que j'ai compris, ils ne peuvent pas fixer en... Ils veulent faire une upgrade du réseau et il y a une sorte de patch d'ici genre quelques jours, non? J'avais Ouais, lu ça. 7 à 10 jours. Ouais, 7 à Ouais, 10 c'est jours. ça. Ils ont identifié les problèmes, ils devraient les avoir corrigés. En fait, ce qui se passe, pour vous expliquer, c'est que quand vous faites une transaction, il y a un validateur qui prend cette transaction, qui essaie très rapidement de l'exécuter. Sauf que si ce validateur, il en a déjà ras la gorge, il dit j'en veux pas, il le passe à un autre. Et en fait, ils se passent tous la patate chaude et puis ils se rendent compte que tout le monde en a ras la gorge. Et du coup, au bout d'un moment, la transaction, elle est balancée. Donc on vous dit fail transaction et elle n'est pas rejouée. De ce que je comprends, c'est à vous de réexécuter manuellement cette transaction et vous payez quand même le frais de transaction, même s'il est ridicule, parce qu'il y a eu une action du côté des validateurs. Ils ont essayé de l'exécuter, cette transaction, mais elle n'est pas passée. Donc voilà où on en est actuellement. Moi, ce que je voulais faire là, pour une fois, c'est que j'ai tendance à avoir un biais toujours très positif, à beaucoup défendre Solana. J'ai voulu jouer un petit peu dans le camp des gens qui critiquent Solana. Mais ce qu'il faut bien comprendre, Ça s'entend très largement. Hein. c'est que personne n'exécute autant que Solana aujourd'hui, pour des raisons diverses et variées. Moi, je défie n'importe quelle blockchain d'en faire autant. C'est-à-dire que ce soit Sui, Aptos, C-Network, Injective, on va me dire, et pourquoi tu dis pas Cosmos Hub? Cosmos Hub n'exécute pas de smart contract, il va falloir se le mettre en tête. Cosmos Hub, ça sert à sécuriser tout l'écosystème Cosmos, mais ça n'exécute pas de smart contract. Voilà, donc concentrez-vous sur C, Injective pour l'écosystème Cosmos. On a aussi Avalanche, on a aussi Phantom avec Phantom Sonic, etc. Les layers 2, et puis vous allez me dire, oui, il y a Algorand, oui, il y a Casper, oui, il y a Cardano, c'est sûr, mais on en revient au même, il n'y a pas de très grosse activité. Donc allez-y, regardez là où il y a de l'activité. Aujourd'hui, où est-ce qu'il y a le plus d'activité à côté de Solana? C'est sur les layers 2 type Base de Coinbase. Là, ça bouge. Là, ça bouge et j'irais même jusqu'à dire que potentiellement, les frais explosent. Si les frais n'explosaient pas, peut-être que Base planterait. C'est ça que je veux vous dire. Donc, on va surveiller tout ça. Ce que tu veux dire, c'est que les autres solutions sont plus stables mais plus chères, là où Solana est instable mais pas cher. Bah en fait, c'est pas qu'elles sont vraiment plus stables, c'est pour éviter d'avoir autant de transactions de Solana, il faut gonfler les prix. Mais s'il y avait autant de demandes de transactions, bah c'est pas sûr que ça ne planterait pas. J'ai pas essayé Sui et Aptos, non. Mais j'ai pas l'impression qu'il se passe grand chose sur Sui et Aptos, non. Je vois personne en parler dans ma TL. Bah moi, je suis un peu naïf, je fais toujours défi la main et je regarde déjà s'il y a de la TVL. Et il y en a, hein, franchement, Sui, ça bouge. Hein, mais j'en entends jamais parler, ouais. Mais je veux pas être borné, c'est juste que je peux pas être sur tous les fronts. Aptos, voilà, 500 M. Cardano, on doit être à 500 M aussi. Ça commence à bouger sur Cardano d'ailleurs, de ce que je comprends. Donc voilà. Dire que c'est en train de bouger après je sais pas combien d'années d'existence, c'est ça? Enfin. Oui. Bah il faut, hein. Il faut. De toute façon, quand tu regardes Chains. Et en fait, il y a quelqu'un dans le chat qui dit ah bah c'est celui qui dit ça, Sui c'est trop fluide, j'adore utiliser. Mais en fait la question c'est est-ce que si jamais il y avait la même activité que sur Solana, donc sur Sui, est-ce que ce serait aussi fluide? En fait c'est ça la question parce qu'en fait on arrive sur des territoires peu connus. Enfin, est-ce que Solana a déjà été aussi utilisé par le passé? Bien plus, à l'époque. Bien plus. À l'époque de la foire des NFT en 2021, quand ils étaient encore sur le protocole UDP, c'était beaucoup plus. D'ailleurs, Anatoly l'a dit hein, sur Twitter, c'est depuis qu'ils sont passés à Quick qu'ils ont du mal à gérer tout ça. Moi, Mais ma bon, blockchain en ce moment, c'est... Enfin, moi, actuellement, sur Layer 2 Arbitrum, je me régale. Hein. Franchement, ça marche bien. Hein. Tu payes pas de frais. C'est connecté à tout l'écosystème Ethereum. Franchement, c'est nickel. Hein. Voilà. Et après, vous pouvez voir Chronos, hein, qui a quand même de l'activité. Je savais pas. Même en vrai, les Layer 2 Ethereum, en ce moment, c'est une régalade avec la baisse des frais. Hein. On n'en parle pas assez, hein, mais c'est magique. Quelqu'un qui dit la mage Fire Dancer a eu lieu ou pas? Non, pas encore. Non, pas encore, justement. Je pense que ça se fait un... Ça va être une folie. Ça va être une folie, clairement. Mais
on ne fade pas Sui, on ne fade pas Aptos, mais pourquoi on n'en entend pas plus parler aussi, tu vois? En fait, le problème, c'est ça, c'est que on entend parler de ça, principalement. Parce que, Mais tout ce qui est après le top 11, en vrai, on n'utilise pas déjà. ouais, Parce qu'en vrai, franchement, les TV, elles deviennent ridicules. Il n'y a pas de projet ou peu de projets intéressants dessus. Enfin, moi, je crois ce que je vois et ce que j'utilise en fait. Donc, D'ailleurs, aujourd'hui, Mental j'utilise Startup quoi? vient d'en Aujourd'hui, retrait. j'utilise des layers 2 Ethereum et Solana. J'utilise quasiment rien d'autre. L2 Fizz, qu'est-ce que ça donne? Ils ont pas relisté Starknet là-dedans, je sais pas pourquoi. Mais ouais, les blobscriptions sont partis, donc vous voyez, les frais de transaction des Layer 2 sont de nouveau au plus bas. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que vous avez un marché des frais, le marché des call data, le marché classique qu'on a toujours utilisé sur Ethereum, et un nouveau marché des frais qui s'appelle les blobs, dédié principalement au roll-up. Sauf que ce marché peut être aussi utilisé par d'autres. Donc il y a des gens qui se sont amusés à un moment à spammer le truc avec ce qui s'appelle des blobscriptions. Donc ça a fait pumper complètement le prix des transactions et puis la hype est passée. Donc le marché il est revenu au plus bas. Donc c'est à tout moment ça peut repartir à la hausse, etc. Mais là tu vois avec des frais comme ça, c'est compétitif face à du Solana hein, pour Optimism Arbitrum, mais aussi Base qui n'est pas listé là-dedans et Mode. Mais j'ai l'impression que c'est moins utilisé aussi. Je pense que ça l'est moins. Genre beaucoup moins utilisé. D'ailleurs, il y a un peu une perte de vitesse sur les jetons de L2 en ce moment, j'ai l'impression. Voilà. Et bah écoute, je pense qu'on est pas mal. Hein. Si, petite parenthèse, voilà, pour les intéresser très rapidement, et après on passe à la technique. On a le réseau IO.net, probablement pour le farming d'airdrop, son réseau de partenaires, etc. Et à plus de 340 000 cartes graphiques sur son réseau, contre quelques milliers pour Under Network, Akash, etc. Ils sont en train de tabasser tout le monde. Est-ce que c'est réel? Oui, je pense que c'est réel. Ouais. C'est-à-dire que si tu Comment veux c'est gratter possible? ton airdrop, bah, tous les gars qui ont branché leur carte graphique déjà pour essayer de croquer un airdrop en faisant du 340 000, Tibi. c'est gigantesque. Je sais, mais ça peut aller vite. Hein. Déjà, les gars qui ont des fermes de mining et qui mettent une carte par wallet pour faire du Sibyl pour choper l'airdrop, tu vois ce que je veux dire? Ça peut aller très vite. Toutes les fermes de Il y a pas mal mining, de gens dans le etc. chat qui disent c'est branché, c'est branché. Ok. Ok, c'est surprenant, mais c'est fou. Ouais. Ensuite, on a des layers de Bitcoin modulaires qui arrivent où, au lieu de proposer de l'EVM ou une machine virtuelle dédiée, ils mettent la machine virtuelle de Solana avec la sécurité héritée de Bitcoin, voire plus. Dans le cas de Iona, on a Solana pour la machine virtuelle, Espresso System pour le séquençage, Eigenlayer en sécurité supplémentaire pour avoir la sécurité héritée d'Ethereum, de Bitcoin. Donc là, on a tous les buzzwords qu'on adore. Je vous mettrai ça dans le chat pour la rediffusion. Mais ça va être rigolo. Franchement, là, la DeFi sur Bitcoin, ça va être très, 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 très rigolo. Et on voit d'ailleurs Vélodrome aussi, tu vois, qui a un gros protocole, je crois, historiquement sur Optimism, qui vient aussi bosser avec Build on Blob. Donc, Blob, c'est un layer de Bitcoin. Donc, le protocole Vélodrome va pas être seulement sur Ethereum, il va aussi être sur Bitcoin. Franchement, je vous dis, cette DeFi Bitcoin, là, avec le halving qui arrive, les runes qui arrivent et tout, ça va être une folie. On peut passer à la technique si vous le souhaitez. J'espère que vous aimez cette émission. En tout cas, on s'efforce de vous proposer de la variété sur Coin Academy. J'espère que l'effort est apprécié. Je vais fermer ça, je vais fermer ça, je vais rouvrir ça, je vais ouvrir ça, et on devrait être plutôt bon. Ouais. Ok. On me demande dans le chat, est-ce que tu penses que les runes vont faire de l'ombre à Ordi? Pour moi, l'Ordi ça va être du passé, ça va être en mode c'était l'avant rune, mais rune, je pense que ça va tabasser Ordinals, ouais. C'est mon avis après. Hein. Ok, du coup on se retrouve sur YouTube pour la partie technique de cette masterclass. Bonjour à tous, Yo Capet. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Donc pour parler un petit peu du marché, où est-ce qu'on se trouve Eh bien sur BTC, tout va pour le mieux. On a fait le mois dernier la clôture la plus haute qu'on ait jamais vue sur Bitcoin. Je pense que c'est important de le souligner. On a clôturé à 71 71 300 $. Est-ce que tu te rends compte, Capet, qu'on est là en live et sur YouTube à dire qu'on a clôturé le dernier mois à 71 000 $. Je pète toujours un plomb, mec. On Bah, s'intéressait c'est tellement aux propre. Hein. crypto, genre TOS, mec. Tu parlais de BTC à 1000 $, 2000 $. C'est absolument fou de voir ça. Donc, bah écoutez, pour le coup, c'est difficile d'être bearish en fait actuellement pour moi sur le marché. Ça reste mon opinion. Mais pour le coup, qu'est-ce qu'on voit? On voit que on respecte toujours nos EMA 9, 13, 18 donc, en weekly, donc on est toujours au-dessus. On n'a pas croisé à la baisse. À chaque fois qu'on s'en rapproche, c'est racheté. Même en 3 jours, à chaque fois qu'on les reteste, c'est acheté. Donc pour moi, c'est assez fou. Les niveaux qui m'intéressaient personnellement, c'était lesquels? C'était déjà de tenir ce gros niveau en vert qui correspond au niveau ici en weekly.
qui me semblait assez évident. Un autre niveau que je voulais voir défendu, c'est tout simplement cette zone ici qui derrière nous permet de défendre ce higher low qu'on a fait ici à la suite de ce low ici. Donc continuer à faire des higher lows, mais en faisant des low highs. Et donc à quoi ça ressemble tout ça? Ça ressemble a priori à une sorte de compression. Donc pour le coup, on ne casse pas de support, mais on ne casse pas de résistance, donc on est en pure consolidation. Et je pense qu'on va avoir un regain de volatilité a priori, très prochainement. Je pense que d'ici 10-15 jours, vraiment, d'un point de vue volatilité, ça va se réenflammer. Et pour le coup, je suis toujours bull sur cet écosystème et sur Bitcoin actuellement. Je vois pas forcément de raison d'être bear. Plus haute clôture mensuelle. En weekly, on a fait une mèche assez importante, mais a priori, on va encore clôturer cette semaine ici assez haut avec justement des prix qui ont été retestés mais qui ont été largement rachetés. Donc pour moi, c'est up only. Quelque chose qui me donne pas mal de baume au cœur sur BTC, pour être très honnête, c'est le fait que en fait, ce top ici, pour moi, ne ressemble pas à un vrai top, dans le sens où ici, on retrouve quoi? On retrouve du coup le high ultime, donc le plus haut historique qu'on a fait. Ensuite, cette mèche ici, ce high ici et ce high ici. Donc aucune des mèches ne chasse les précédentes. On a juste une petite mèche ici qui a chassé celle-ci. Mais derrière, en fait, on a consolidé. Et dans cette consolidation, en fait, on n'a jamais chassé les plus hauts. Ce qui, pour moi, me laisse sous-entendre que par ici, on a beaucoup de liquidités à chercher et probablement beaucoup de SL, de shorters. Donc, pour moi, tant qu'on prend pas ces highs, ça me donne encore plus de conviction et encore plus envie de racheter les dips. Pour être entièrement transparent, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais in ici en long. Et où est-ce que je me suis fait SL, Capette? Je me suis fait SL ici. Voilà. C'est bien. C'est bien. Ma dernière entrée en long, elle était de mémoire ici. Et je me suis fait SL où? Je me suis fait SL ici. Donc, ce que ça montre, c'est que, voilà, encore une fois, avoir un bon biais ne vous permet pas nécessairement d'exécuter de bons trades. C'est-à-dire que même si vous avez un bon biais, derrière, pour transformer ce biais en idée de trade et réussir à raiser de l'argent et gagner de l'argent, c'est pas forcément évident. Donc là, pour le coup, j'ai un biais bullish depuis un bon moment. Jusqu'à maintenant, il m'a payé énormément. Mais par exemple, sur cette consolidation-là, je me suis fait chasser 2 fois. Donc, pour le coup, toujours bull sur BTC. Dans le cas où on a un dip un peu plus profond, qu'est-ce que je regarderais? A priori, ce serait la chasse de ces lots ici. Donc si jamais on est amené à chasser tous ces lots ici, et donc surtout repasser en dessous de cette petite mèche pour derrière récupérer ce niveau ici, ça me donne envie de long. Par contre, si jamais on passe en dessous et qu'on n'arrive pas à récupérer cette zone, ce niveau en tant que support, à ce moment-là, je pense qu'on devrait aller regarder plus bas. Et qu'est-ce qui nous attend plus bas? Les 38% de retracement de toute cette hausse, donc ici, en rouge, et la reload zone acheteuse, donc 61 à 78% de retracement de toute la hausse depuis ce lot ici. Je pense qu'il y a plusieurs impulsions. Je pense qu'on peut parler surtout d'ici à ici, ensuite d'ici à ici, ensuite d'ici à ici. Et donc, si on prend la dernière impulsion, et donc le plus bas de la dernière impulsion, dernière jambe haussière, on aurait la reload zone acheteuse ici et les 38% de retracement de toute la hausse, excuse-moi, entre le low ultime et le high ultime. Donc pour l'instant, toujours bull. Dans le cas où on a des dips, je chercherai toujours à les acheter. Si jamais on a une chasse ici et qu'on récupère ce niveau en tant que support, j'achète. Si jamais on a un dip aussi profond que ça, j'achète. Et là, pour le coup, je suis assis sur mes mains, dans le sens où pour moi, on a une compression. On n'a pas forcément de direction claire. Certes, on a des highs qui sont intéressants à chasser, et c'est ce que justement je voulais voir chasser en achetant ici pour viser une chasse de CI au minimum, voire une poursuite haussière, mais j'ai été SL. Donc actuellement, je m'assois sur mes mains, mais il n'y a rien qui me fait peur en fait ou qui m'inquiète sur BTC. Pour moi, tout est au vert. Pour parler peut-être de l'écosystème en règle générale, vous avez ici le graphique de la capitalisation des cryptos en excluant les stablecoins. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que pour moi, on se situe sur la dernière résistance majeure sur le graphique. Donc pour moi, ici, c'est vraiment la dernière résistance majeure autour des 2,33 trillions, donc 2330 milliards. Et on voit que pour l'instant, on est en train de flip cette zone qui était par le passé une résistance en tant que support. Donc pour l'instant, on n'arrive pas à clôturer en dessous. Et pour moi, tant qu'on clôture au-dessus, ça me laisse sous-entendre que on a potentiellement flip cette zone de résistance en tant que support et que derrière, on peut pousser plus haut. Alors encore une fois, on peut clôturer en dessous, mais tant qu'on clôture pas en dessous et que les mèches sont systématiquement rachetées et qu'on consolide au-dessus de ce niveau-là, pour moi, c'est très très bull et je suis amené à penser qu'on ira beaucoup plus haut. Par contre, le moment où on commence à clôturer en dessous et qu'on reteste ce niveau en tant que résistance, ça c'est un peu chiant, mais on n'oublie pas que pour moi, on est dans un environnement très bull et que les dips seront des opportunités d'achat. Donc, si jamais j'ai un dip
par exemple autour des 38% de retracement de toute cette hausse récente ici, donc là autour des 2000 milliards de dollars, qui correspond aussi à un niveau assez intéressant, j'achèterais. Et si jamais on a même un dip un peu plus profond sur les EMA 9, 13, 18 en weekly, avec le retest des 38% de retracement de toute la hausse, j'achèterais aussi. Donc dans tous les cas, pour moi, je suis bull et les dips sont achetés. Du côté des altcoins, on est toujours à la ramasse. Si on regarde en paire BTC, on a relativement dump. Je pense que beaucoup l'ont ressenti dernièrement. Malgré un BTC qui se fait systématiquement racheter et qui pump, pour le coup, on a des altcoins qui sont en train de bien corriger. Mais ce qui est assez fou, c'est de se dire que juste cette petite baisse ici sur la capitalisation des altcoins en BTC, donc en paire BTC, juste ça, c'est assez énorme quand tu regardes d'un peu plus près certaines altcoins, quoi. Donc, moi, j'ai vu pas mal d'altcoins prendre des moins 20, moins 30, moins 40%. Donc, c'est assez ouf. Mais voilà, je pense que les altcoins continueront de s'apprécier et surperformeront BTC. Mais pour moi, pas tout de suite parce qu'on se dirige tout simplement vers l'halving. Donc, l'halving de BTC qui aura lieu quoi en avril. Donc, si je tape date halving Bitcoin, voilà, on peut regarder ici sur le site de Coin Academy. C'est dans 10 jours. C'est dans 10 jours, Capette. Dans 10 jours, on a le halving. Approximativement, ouais. Parce que tout le monde dit pas la même chose. Mais même si c'est pas 10 jours, c'est 12, ou c'est 14, ou c'est 8. Ce serait bien que j'ai la donnée précise. Je peux regarder peut-être sur un autre site, mais date halving Bitcoin. Countdown. Bitcoin, dashboard. Il n'y a pas un site avec un autre countdown? J'ai essayé de trouver. Il nous dit, on dit 12 jours ici. Donc, disons 10-12 jours, c'est très très soon. Et souvent, le halving, c'est un argument pour voir BTC s'apprécier. Et donc, ça m'étonnerait pas qu'on ait encore un push sur la dominance de BTC, sachant qu'on a halving plus les flux des ETF. Alors, les flux des ETF, qu'on se le dise, ils sont globalement en baisse. C'est-à-dire que depuis le 13 mars, donc ça fait quasiment un mois, on n'a pas de flux qui sont significatifs. Si tu regardes un peu plus près, on a certes des flux entrants sur surtout BlackRock et Fidelity, mais on a surtout beaucoup d'argent qui sort de Grayscale qui compense. Donc en fait, ce qui fait qu'à droite, sur les net flows, donc ici, c'est vraiment la différence. Donc ici, on a l'inflow, tout ce qui est la partie positive, l'outflow, ce qui est la partie négative. Et donc si on fait la différence, ici, on voit le net flow, donc ce qui rentre réellement ou ce qui sort réellement au final, en prenant toutes les entrées et toutes les sorties. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que on est globalement à plat, on est de retour sur les niveaux de janvier en termes d'inflow. Donc ça s'est vraiment calmé. Mais avec le halving, ça m'étonnerait pas que ça s'excite un petit peu et que d'un point de vue dominance, on ait probablement un dernier push. Donc voilà, historiquement, c'est ce qu'on a vu sur le dernier halving. Au moment du halving, on a eu un dernier petit push ici, avant une baisse et de l'argent qui est rentré dans les altcoins. Est-ce qu'on se dirigerait vers ça? Ça me semble pas impossible. Et je pense que BTC va en tout cas garder de la force jusqu'au halving. Après, ce qui va être très intéressant pour moi, et c'est là que tout se joue, c'est qu'est-ce qui se passe après le halving. Est-ce qu'après le halving, on a de l'argent qui rentre davantage dans les altcoins? Est-ce que BTC perd un peu en dominance ou pas? Et dans le cas où BTC garde toujours une forte dominance post-halving, à ce moment-là, pour les altcoins, c'est pas bearish. C'est pas bearish, c'est pas mauvais pour les altcoins, mais ça m'abaisse peut-être un petit peu l'optimisme qu'on pouvait avoir, ou en tout cas, ça pourrait peut-être me faire revoir mes attentes en termes d'alt-season. Alors pour moi, on aura toujours des alt-season, on aura toujours un moment où le marché va péter un plomb, où les VC vont déverser énormément d'argent, on aura plein de nouveaux entrants et que tout le monde s'intéressera probablement aux altcoins, enfin même si ça commence déjà à être le cas. Et surtout un moment où ça se traduit par des grosses bougies vertes sur les altcoins, parce que quoi qu'on en dise, les gens ont tendance à oublier ce que c'est une alt-season. Et une alt-season, c'est quoi, Capet? C'est des pumps de 20, 30, 40% sur toutes les altcoins tous les jours pendant plusieurs semaines, quoi. Donc ouais. Donc voilà, sur la dominance, je pense qu'il y a moyen d'avoir un last push. Et l'idéal, donc ici, c'est la dominance de BTC en excluant les stablecoins. Donc dominance de BTC par rapport au reste de l'écosystème et des autres cryptos, mais en excluant les stablecoins, on voit qu'on s'approche de la reload zone vendeuse. Donc 61-78% de retracement de toute la baisse ici qu'on a eu entre le top à 75% en 2021 et le bottom à 41%, toujours en 2021. Et donc si on se rapproche de cette zone ici, pour moi, c'est la zone autour de laquelle la dominance Bitcoin devrait topper. J'ai du mal à me dire que BTC va repasser à 70-75% de dominance. Ça me semble peu probable.
Je pense pas. J'ai du Non, je mal à pense y que ça va se croire. compresser entre l'avant et le maintenant. On va être autour des 50 et puis s'il y a un truc qui sort dans les alts, qui pousse vraiment à aller sur les alts, pourquoi pas? Mais le truc, c'est que Bitcoin, il est tellement fort. Tu as l'ETF, mais tu as aussi la DeFi. Il va servir au staking, il va servir au restaking. Il est fort ce Bitcoin, putain. Ouais, mais je pense que c'est ce qu'on a tendance à se dire quand la dominance BTC est assez haute Mmh. et Mmh. le moment où on perd peut-être de l'espoir dans les altcoins, je sais pas. Mmh. Peut-être. Mais en tout cas, si on atterrit dans cette zone ici, pour moi, c'est la zone dans laquelle je vois bien la dominance topper. Si on top pas ici, c'est possiblement qu'il y a un changement de paradigme dans l'écosystème, un changement d'environnement, peut-être lié aux ETF, parce que comme je vous expliquais les précédentes semaines, les ETF amènent une sorte de pression acheteuse continue sur BTC, ce qui fait que BTC aura toujours, entre guillemets, ce flux en fait entrant sur lui, comparé aux altcoins où t'as pas nécessairement chaque semaine des instits qui en achètent à tour de bras, quoi. Donc voilà. Donc je pense qu'on peut toujours avoir une augmentation de la dominance, mais ça m'étonnerait qu'on passe au-dessus de 68 par exemple. Je pense que ici la zone bleue me semble une belle zone pour topper. Ceci étant dit, même si la dominance baisse, si on a tout l'écosystème qui pump, BTC pumpera aussi, hein, qu'on se le dise. Donc optimisme sur BTC. Sur Ethereum, comme je l'expliquais, moi ce qui m'intéresse réellement, c'est la dernière zone ici de résistance sur le graphique. Donc pour moi, cette dernière zone ici autour des 3915 $, elle est très intéressante. Pour moi, il n'y a absolument rien entre ce niveau-là et un ATH. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est que en fait, on essaye de flip ce niveau en tant que support. Et à partir du moment où ce sera le cas, je pense que ce sera vraiment le moment pour Ethereum de briller. Mais qu'est-ce qu'on voit sur Ethereum? On voit que Ethereum a toujours du mal. Et que lorsqu'on regarde tout simplement la capitalisation d'Ethereum par rapport à BTC, ou même le prix de BTC par rapport à Ethereum, on voit que en fait Ethereum est en train de sous-performer très largement Bitcoin. Et surtout, qu'on se rapproche du niveau ultime que j'ai envie d'acheter, à savoir ce niveau orange. Moi, ça fait des semaines que je vous en parle. Je vous disais que moi, si ce range ici cassait à la baisse, pour moi, la zone ultime où j'aurais envie de transformer un maximum de Bitcoin en Ethereum, ou le moment où j'aurais davantage de conviction dans le fait que Ethereum surperforme BTC, c'est dans le cas où on récupère ce niveau, qu'on le reteste, ou le Mmh. moment où on récupère ce range et qu'on retisse ce niveau vert en tant que support. Pour le coup, on a retesté ce bas de range ici à 2 reprises en tant que résistance. Donc ça, c'est vraiment bear. Et donc maintenant, à moins qu'on récupère ce niveau-là, pour moi, je suis toujours bearish sur Ether par rapport à BTC, mais je suis dans l'anticipation. J'ai l'impression que les gens sont pas assez bull Ether. Peut-être que je me biaise par la taille de mes positions, c'est tout à fait possible. Mais en parlant avec différents experts, en regardant ce qui se trame, etc., j'ai une forte conviction qu'on a un ETF Ethereum cette année ou probablement l'année prochaine. Et je pense que le moment où les probabilités d'une approbation proche ou court terme sera assez élevée, c'est le moment où en fait tout le monde courira après le prix en fait. Donc moi en fait, j'ai pas envie de courir après Ethereum. J'ai pas envie de mettre dans une position où je loupe une approbation de l'ETF Ethereum cette année ou l'année prochaine. Et justement, le moment où je loupe potentiellement des flux entrants assez importants sur Ethereum, parce que Ethereum, en termes de capitalisation, c'est beaucoup plus petit que BTC, il faut le rappeler. Je le rappelle quand même à de nombreuses reprises, mais il faut pas oublier, BTC, c'est 1500 milliards, enfin, c'est 1364 milliards de dollars. Ethereum, c'est 405. Donc, c'est 3 fois plus petit, Ethereum, même un peu plus. 3 fois et demi plus petit que BTC. Et donc, si jamais on avait une pression acheteuse sur ETH avec les ETF, je pense que ça pourrait être vraiment big. Et donc, vu que j'ai pas envie de courir après le prix et que j'ai envie de me préparer à cet événement-là, qui je pense arrivera, surtout qu'on a toujours BlackRock qui a soumis sa demande d'ETF Ethereum Spot. Voilà, moi je cours pas après ça, donc je me positionne maintenant. Donc je suis très très bull Ethereum. Par contre, je me fais une raison et je me dis clairement que c'est totalement possible que je sous-perf Bitcoin pendant un bon moment avec ce bag. Par contre, je pense que le moment où il surperfera, c'est le moment où tout le monde courira après Ethereum et moi j'aurais rien à faire, j'aurais juste à profiter de la hausse dans le cas où elle arrive. Évidemment, je lis pas l'avenir, mais c'est ce à quoi je me prépare. Donc pour le coup, sur Ethereum, pour moi, on a retesté des niveaux assez importants. Les EMA 9, 13, 18 en weekly, vous voyez qu'elles nous servent toujours de support ici. À chaque fois qu'on les reteste, elles sont systématiquement rachetées. Faut pas oublier que ça, les EMA 9, 13, 18, c'est les EMA qui me permettent d'avoir un biais sur le marché en weekly et donc souvent qui me permettent d'être du bon côté du marché. Donc pour moi, tant qu'on passe pas en dessous et que les EMA croisent pas à la baisse, j'ai pas de raison d'être bear Ethereum, surtout que BTC a toujours la pêche. On a retesté les 38% de retracement de toute cette hausse ici, avec ce niveau-là. On avait un niveau horizontal qui était très clean ici, servi en tant que support, résistance.
et ensuite qui, lorsqu'il a cédé, nous a amené à toute cette baisse-là. Donc pour moi, c'était le niveau ultime à retester. On l'a retesté. Donc moi, personnellement, je vise toujours plus haut, et je pense que le moment où ça accélérera, c'est le moment où on cassera cette résistance des 3900 voire 4000 $, et à partir du moment où on a de l'acceptation au-dessus de ce niveau-là, je pense que c'est le moment où ça s'affolera. Mais moi, ma plus grosse position actuellement, c'est Ethereum, de loin. Ok. J'ai du BTC, de l'Ethereum, du Solana, plein d'autres coins sur lesquels je suis plus en mode trading court terme. J'ai aussi racheté du Tao, j'avais acheté du Olas, j'ai du Tada, donc j'essaie aussi progressivement de prendre davantage d'exposition à la narrative IA, parce que en ce moment on a tout ce qui est real world assets, stablecoin, yield qui a le vent en poupe, mais je pense que l'IA ne va pas disparaître, et que l'IA c'est ultra big, et je pense qu'il y aura forcément des synergies qui feront sens. Je pense que BitTensor aujourd'hui est un des leaders incontestés, et avoir une position dessus me semble pas déconnant, surtout graphiquement c'est plutôt sympa. J'ai du Tada, et j'ai du Olas parce que j'ai fait l'interview avec le gars et que son approche je l'ai trouvé vraiment intéressante, qu'il a un super background, qu'il y a pas mal de gens qui contribuent, et que je pense qu'il a vraiment la bonne dynamique, une bonne approche du problème. Mais c'est pas des positions qui sont non plus gigantesques. Donc ça c'était pour Ethereum, donc toujours bull. Dans le cas où on dit plus, j'en achèterai plus en fait. Et cette position sur Ethereum c'est de l'invest, tout simplement. Et je suis pas prêt de la vendre. Mais voilà, je pense que on sous-estime toujours Ethereum. Comme tu l'expliquais, c'est beaucoup plus stable que sur Solana. Pour moi, toute l'approche modulaire prend de plus en plus vie. Et l'écosystème est de plus en plus utilisable. Le moment où on arrive à résoudre le problème de la fragmentation des liquidités qu'on n'a pas sur Solana, sur l'écosystème Ethereum, là c'est totalement game changer. Et je pense que ça arrivera tôt ou tard avec différentes solutions. Cette année, ça va commencer. Et je pense que voilà, l'écosystème en profitera. Pour ce qui est de Solana, pour le coup, on a retesté les 38% de retracement de la dernière hausse ici, donc entre les $102 et les $210. Donc on a vu que pour moi la dernière résistance majeure graphiquement au weekly, c'était ce niveau ici. Je vais pas vous mentir, autour des $175. On a topé avec un niveau intermédiaire autour des $200. Mais voilà, pour le coup, on est en train de retester les $173, donc le gros niveau de résistance dont je vous parlais, qui était pour moi la dernière résistance sur le graphique. On est en train de retester ce niveau ici en tant que support, niveau qui correspond aussi aux 38% de retracement de toute la hausse. Si on regarde les EMA 9, 13, 18, elles sont toujours croisées à la hausse. On en est assez loin par rapport à un BTC ou un Ethereum, donc ça montre que vraiment les mouvements sur Solana ont été super violents, et que c'est aussi normal qu'on consolide, qu'on corrige, etc. Et voilà, pour moi, tant qu'on perd pas ces EMA 9, 13, 18, qu'on croise pas à la baisse, etc., j'ai pas de raison de vendre mes Solana, et je pense toujours à un nouvel ATH. Donc j'achète pas davantage de Solana actuellement, juste je maintiens ma position et on va voir ce qui se passe. Donc bull BTC, pour moi c'est le plus fort actuellement. Très bull Ethereum, mais il est en retard, mais je préchote les ETF et toutes les narratives qui peuvent se dessiner. Surtout que pour moi sur Ethereum tu as un bien meilleur ratio risk-reward, risk-récompense que sur BTC. Solana toujours bull, j'augmente pas ma position et je la tiens. Sinon dans les autres trucs que j'ai qui réagissent bien aujourd'hui, on a Doge. Donc moi je suis toujours positionné dessus, comme Shiba, j'ai toujours pas vendu. Sur Shiba j'avais pris un premier TP, mais je vise toujours le deuxième. Sur Doge j'ai toujours pas de TP, je vise toujours beaucoup plus haut. Je suis rentré à 8 centimes et demi, je vise toujours plus haut. Je suis sur Band, je suis sur Olas qui a pris une petite claque, mais qui est en train de se réveiller un petit peu. Je suis toujours sur Stacks, sur DYDX, sur Lit, sur GT qui a fait un pump de fou, mais là il y a un gros retracement. Mais toujours bull sur les coins d'exchange. Enfin, en tout cas, j'étais bull surtout sur GT parce qu'il avait pris du retard par rapport aux autres coins d'exchange. Et voilà, donc j'ai pas forcément eu de gros changements de position de mon côté. Ce qui peut être aussi intéressant de noter, c'est que niveau enthousiasme, on est au plus bas. On peut le voir sur ce live, on était autour de 800, là on est autour de 750. On n'est pas sur des niveaux records. J'ai l'impression que les gens ont perdu un peu en intérêt sur les cryptos. En tout cas, les gens qui sont un peu plus lointains à la crypto, ils ont pris un peu de distance, je dirais, ces 2-3 dernières semaines. Donc un peu moins d'engouement, un peu moins d'euphorie. Et si on regarde maintenant sur les 2 dernières semaines, le funding rate, donc qui sont les frais qui sont payés à intervalles réguliers par les acheteurs ou les vendeurs, selon. Là, on voit que les fundings sont positifs, mais ils sont de retour neutres depuis le 1er avril, en fait, tout simplement. Donc on est sur des niveaux qui sont très très faibles. Et ce que ça nous montre, c'est qu'il n'y a pas de grid, je pense, ou de méga euphorie sur BTC ou sur Ethereum, ce qui est assez intéressant, enfin ce qui est assez fou, parce qu'on est en train de consolider sous l'ATH en fait. On est en train de consolider sous l'ATH avec un funding rate de 10% annualisé.
Donc je pense qu'avec ces 2 baisses ici, à part MESL, je pense qu'on a surtout sorti les gens qui étaient over leverage et qui allaient un peu trop fort. Et je pense que c'est exactement ce dont on a besoin avant d'avoir un mouvement beaucoup plus fort. Donc voilà, personnellement, j'ai beaucoup moins agi sur le marché cette semaine que les dernières semaines. Parce que j'en ressens pas l'urgence. Je suis déjà bien positionné sur mes grosses positions avec Ethereum, Solana, BTC, etc. Sur les altcoins, j'ai pas touché. Donc voilà, juste je garde. En ce moment, j'essaie juste de renforcer un peu l'IA et un peu Ethereum. Mais voilà, je suis pas très exotique dans mes plays. J'essaye juste d'anticiper là où on pourrait avoir un regain d'intérêt et de hype. Et je pense que ça peut être le cas sur Ethereum et notamment sur les altcoins liés à l'IA. Mais voilà, je peux peut-être me tromper, j'ai peut-être loupé des choses, mais c'est surtout ce que je regarde. Mais voilà, on consolide sur des prix qui sont assez hauts, on n'a aucune euphorie. Pour moi, c'est sain, c'est exactement ce dont on a besoin en fait, si on veut vraiment aller plus haut avec de la conviction. On a besoin de ces phases-là où en fait le marché est un peu plus pénible et moins excitant. Et on voit qu'il leur a fallu quoi d'un mois de consolidation pour désintéresser beaucoup de gens du marché. Ça me rappelle début 2021. Donc, je sais pas ce que vous en pensez dans le chat, mais pour moi, les gens qui s'étaient réintéressés à la crypto, là, ils s'en désintéressent. Et ouais. Même dans la crypto, je pense que tout le monde dort parce que les prix ne bougent pas en ce moment. Bon, après, on a évidemment des choses qui perfent bien. On peut regarder peut-être ce qui a bien performé cette semaine. Hop, on va sur VeloData, dans Markets, et on regarde les top gainers de cette semaine. On a Bell, je sais même plus c'est quoi. On a High, on a Bico, CKB, XVG, bon, on a Bico, Pendle. c'est de la chain, c'est de l'account abstraction d'ailleurs. Donc pas mal de jetons que je connais pas. Dans les top volumes, qu'est-ce qui a le mieux performé? BCH, BTC, XRP, ETH, etc. On a WIF aussi qui est en train de se reprendre. Bella dans les nouveaux listings, on a Evo qui a plutôt bien performé. Sinon, sur le reste, ça s'excite pas trop. Sur les large cap, on a Telegram aussi qui a continué de bien performer avec le Toncoin. J'essaye d'avoir une interview notamment pour vous aider à voir plus clair sur ce sujet-là. Mais sinon, on ronfle un peu. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, mais là, le marché ronfle un petit peu. Attends, j'ai vu le Strax qui a pumpé, mais tu te fous de ma gueule. Attends, j'ai vraiment vu ce que j'ai vu. C'est Stratis, non? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oh, mais regarde la charte, regarde la charte. Ouais. Et on voit... Mais c'est quoi ce marché de Golemont? C'est juste allé à zéro, genre? En mode, il y a eu un changement de jeton, peut-être? Il y a peut-être un rebranding? Je sais pas. Ou c'est un rug? Je sais pas. Stratis will transform from the Strax blockchain to the new Ethereum-based Stratis EVM. Qu'est-ce qu'ils font, frère? Leur principe, c'était de faire une blockchain en C# pour finir sur l'EVM. Je ne comprends pas. Donc voilà, rien de très excitant. Pour moi, si je dois me concentrer sur l'essentiel, c'est BTC bullish, c'est le chef d'orchestre, donc je me fais pas trop de soucis pour le reste du marché. Ethereum qui est en galère, mais qui a cassé aucun support clé, qui est en train de tenir les gros niveaux importants. On voit aucun engouement autour des ETF Ethereum. Je vois personne en parler dans ma putain de TL. Peut-être que ce sera rejeté justement, mais assez intéressant. Bah, la TL, de toute façon, ne fait que parler d'airdrop. Donc au moins, c'est simple. Hein. Ouais, ou de trucs super dégènes. Moi, les gars, il faut pas se mentir, il faut pas se voiler la face. Tous les gains court terme que je fais ou les trucs sur lesquels je veux prendre des TP, etc., ça finit sur quoi? Ça finit sur BTC, Ethereum, Solana, BNB. Moi, c'est peut-être con à dire, hein, c'est peut-être le truc le moins excitant, mais c'est les trucs sur lesquels j'ai le plus de conviction de faire de l'argent par défaut en m'exposant naturellement au marché en fait. Donc quand je veux pas me mettre en stablecoin et que je veux m'exposer au marché, c'est les jetons que j'achète en fait. Et Ethereum, clairement, moi j'en achète un maximum. Peut-être que je suis juste biaisé et que je devrais juste acheter du BTC. Mais je pense que tôt ou tard, comme les précédents cycles, Ethereum rattrapera son retard et surperformera un moment. Et c'est ce moment-là qu'on essaye de capturer en fait. Donc... si je devais vraiment timer mon entrée sur Ethereum, j'attendrais ce niveau-là ou ce niveau-là sur la paire BTC. Vraiment, pour moi, il n'y a rien d'intéressant entre les deux. Genre, tu vois bien, ici, entre les deux, il n'y a rien. Ici, entre les deux, il n'y a rien. Tu vois, genre. Donc, vraiment, le prochain niveau sur Ethereum, c'est ça. Par contre, si on ne tient pas ici sur la paire BTC,
là, frérot, je pense que je vais remettre ma vie en question. Je vais pas te mentir. Je vais pas te mentir. Ah, c'est sûr, hein. C'est pour ça, moi, tu vois, dans ces périodes-là, comme tu dis, où c'est moins excitant, ça me rappelle la période de bear où les gens, ils en avaient absolument rien à branler de rien. Et moi, j'étais justement sur tout ce qui était layer 2, modulaire, bridge, machin. Là, maintenant, c'est chain abstraction, layer 2 Bitcoin, etc. Et à un moment donné, ça va partir et ça va être du grand n'importe quoi. Mm. C'est sûr. Je sais pas si cette émission analyse technique est peut-être plus ennuyante que la partie fonda ou moins intéressante que les précédentes, mais c'est aussi ça la réalité du trading et de l'investissement, c'est qu'il y a des périodes qui sont moins intéressantes que les autres. C'est important d'avoir les idées claires en fait, et parfois aussi de ne juste rien faire. Moi actuellement, ma position elle est claire. Les trucs sur lesquels je suis archi bull, c'est BTC, Ethereum, Solana, BNB, IA. J'aimerais bien être bull Real World Asset, mais j'ai pas forcément les jetons qui me tiennent super à cœur et tout est vertical, donc j'attends des retracements. Et en dehors de ça, il y a quoi? Il y a les meme coins, mais je suis déjà placé sur Doge et Shiba. Et sur tous les autres jetons, enfin, on va pas se mentir, je dis que je me concentre sur ça, mais je suis sur plein de jetons, tu vois. Je suis sur Tao, je suis sur EGLD malgré moi, je suis sur Tada, je suis sur Look, je suis sur Mana, je suis sur Ori, sur Sand, sur Dimension, sur TIA, sur FTM, sur Matic, etc. Donc c'est juste des positions que je monitore. Mais voilà, ces périodes un peu plus molles me permettent de me concentrer sur les choses qui m'intéressent le plus pour les prochaines semaines. Et actuellement, c'est vraiment Ethereum, Solana, en prenant en compte le biais bull sur BTC et juste le manque de... Je sais pas, le risk-reward en fait sur BTC, il devient moins intéressant. C'est-à-dire que j'ai toujours une conviction qui est aussi forte à l'achat et en tant que bull. Mais je me dis, genre, j'achète à 70 000 $, c'est pour aller où? C'est pour aller à quoi? 100 000? 200, 150 000? 200, 200 000? 150, 200 voire 000, 200. 200 000, ça ferait la même amplitude que entre les 20 000 et les 70 000, tu vois. Là, on ferait genre 70 000, 210 000. On ferait x3, c'est ça que je veux dire? Comme le dernier cycle. Est-ce que on n'aurait pas tendance à croire que la volatilité baisse et qu'on fera pas genre une aussi bonne perf que les précédents cycles? Ou est-ce qu'on se dit que les ETF changent tout? Je suis en pleine réflexion sur tous ces trucs-là. Moi, j'ai lu un tweet trop rigolo, c'est en Je suis fait, toujours dedans, les gars. on passe les 100, et une fois qu'on a passé les 100, potentiellement, hein, Mais c'est comme quand on a passé les 10K. ouais, entre 100 et 200, c'est le grand n'importe quoi. Et en fait, c'est tellement n'importe quoi que ça choque tout le monde en parle, les médias en parlent, et c'est ça qui nourrit le truc. Mais ça, c'est la prédiction ultra bullish. Faut pas oublier, voilà, pour ceux qui nous écoutent, que nous, on a des convictions, c'est que ce marché il va aller beaucoup plus loin. Mais on peut se prendre des énormes tartes. C'est-à-dire que tôt ou tard, oui, on ira, je pense. Mais ça se trouve, on ira peut-être pas du tout aussi vite qu'on le croit. Ça, c'est possible aussi, bien sûr. Ouais, surtout que ça peut aussi baisser. Mais moi je vous expose mes positions, mes biais. Et actuellement, ils sont tous boules. Et même en cas de retracement, j'achète, quoi. Donc peut-être que je me voile juste la face et je suis juste oméga boule sur le marché. Mais c'est ce que je pense actuellement. Je pense pareil. C'est ce que je pense actuellement. Surtout que sur les stablecoins, on est en train de s'activer, tu vois. Sur les stablecoins, on est en train de bien imprimer et on se rapproche des plus hauts, quoi. Donc, quand je vois du stablecoin qui a imprimé, genre aussi violemment, et qu'on n'a pas de ralentissement, pour moi, c'est difficile d'être bear, en fait. Mais c'est chiant, tu vois, parce que ça. Bah, en fait, on est permaboule, hein, de toute façon. Donc, nous, tôt ou tard, on sait que ce marché il va prendre, tu vois. Non, mais je veux dire, sur le cycle précédent, quand ça s'est retourné à 64, t'es sorti. Mais ce que je veux dire, c'est que de manière générale, ce marché, nous, on a misé notre vie dessus, tu vois. Donc, forcément, nous, notre conviction, c'est que tôt ou tard, on va aller plus haut. Parce qu'aujourd'hui, c'est trop excitant, il se passe trop de trucs. Tout va à nous, en fait. Tu vois, aujourd'hui, on a BlackRock qui se positionne sur Bitcoin. Je pense que c'est assez évident. Les banques sont en train de retourner leur veste. Tu as des fonds de pension qui placent sur des ETF Bitcoin, etc. Enfin, tout va dans notre sens. Donc, pour le moment, il y a matière à la croissance. C'est ça que je veux vous dire. Il y a matière à la croissance. Peut-être qu'un jour, on reverra un peu notre discours. On dira, bon, bah là, BTC, je vous dis une bêtise, BTC à 400 000. L'upside pour aller à 1 million après. Tu vois ce que je veux dire? Posera cette question-là. Bon, je pense qu'on rentre dans le format, comme dit Samy. On est bien. On est bien. N'hésitez pas à vous abonner aux chaînes que vous avez en description pour ceux qui nous occupent sur YouTube, donc Coin Academy, Crypto Pixou, Capet Crypto. On se retrouve à Paris pour discuter de tout ça avec grand plaisir. Et puis, sur nos réseaux sociaux, on va très rapidement postuler un petit formulaire pour le recrutement, pour ceux que ça intéresse de nous rejoindre. On va pas faire 10 000 recrutements, mais idéalement, ce qu'on cherche, c'est bon en crypto, c'est de quoi il parle, pas meublé pour meubler, parce que ça, je le vois et c'est un truc qui ça me tend. Savoir écrire. Après, aujourd'hui, on a l'IA qui peut nous assister, donc c'est quand même plus simple si tu manques parfois de créativité, il faut le dire, hein, on a cette possibilité.
Ouais, et peut-être avoir du temps. faute d'orthographe surtout, hein. Parce que quand Ouais. tu fais des fautes d'orthographe, c'est vraiment pénible. Nous, on est obligé de passer derrière, etc. L'IA, elle permet vraiment de corriger toutes ces fautes super rapidement. C'est ça, et puis tu as le temps, c'est-à-dire que voilà, si vous êtes en mode ouais, je peux faire un truc tous les 1 semaine, 2 semaines, non. Moi, ce que j'aimerais, c'est vraiment quelqu'un qui ait du temps. Comme ça, moi, j'ai pas de souci à épauler, faire des retours, corriger tout et voir la progression, comme ça a été le cas avec nos premiers rédacteurs, hein. Ils étaient pas impeccables, nos premiers rédacteurs, on y a passé plus de temps. Et puis, la finalité, c'est qu'on a fait des machines de guerre. Tu vois, le potentiel était là, et moi, j'ai pas de souci avec ça. Ce que je veux pas, c'est payer quelqu'un pour qu'il rédige un truc, repasser derrière, avoir le sentiment que je réécris tout. Et je suis pas un dictateur, je sais très bien, ça arrive dans des boulots que tu as un patron qui a toujours quelque chose à redire et c'est un patron qui casse les couilles. Ça, je connais, hein, j'ai vécu. Et le patron en question, c'est mon pote, hein, donc c'est vous dire. Non, je ne suis pas comme ça. C'est juste qu'il y a des gens qui sont juste parfaitement à l'aise pour écrire, il y en a qui ne le sont pas. Et ça, je le piste assez vite. Et la patience que j'ai eue au lancement du média, je ne l'aurai pas aujourd'hui parce que je sais trier aussi quelqu'un de très bon et quelqu'un qui l'est moins et qui essaie de meubler et qui essaie de me bananer. Et s'il me banane moi, en fait, il banane le lecteur. Donc ça m'emmerde. Voilà, merci beaucoup, en tout cas. À plus les potes. À plus. Ciao.